clair, mais aussi on va parler de la trace que ce moment de l'histoire de France a laissé dans l'histoire de notre pays, depuis son écrasement par les troupes du gouvernement versaillais et d'Adolphe, avec la complicité passive des troupes allemandes qui encerclaient Paris, qui stationnaient tout autour de Paris. Malgré cela, cette commune, elle a fait preuve d'une très grande créativité, d'une grande vision sur ce que pouvait être un système démocratique et une équité dans une population. Et ceci malgré la défaite puissante que la République française, l'Empire français venait d'avoir face aux armées prussiennes et allemandes coalisées. Ça a été une des plus grandes défaites, je dirais, de l'armée française et même de la France. Imaginez le traumatisme que ça peut faire sur un pays où il y a à peu près entre 100 et 140 000 morts et autant de blessés. Et où le chef de l'État est prisonnier et tous les généraux à peu près pareil. Certaines de ces propositions que la commune a faites ont été mises en place. Elle a eu un très court temps, mais elle a réussi à en mettre quelques-unes en place. D'autres n'ont pas eu la possibilité d'être mises en place, puisque la fin de cette parenthèse s'est faite au bout de 71 jours. C'est tout à fait petit dans l'histoire de la France, mais c'est très important et très intense par tout son contenu et tout ce qu'elle a allégué. Juste quelques exemples pris de façon assez arbitraire et sans hiérarchie sur quelques mesures annoncées, certaines réalisées par la commune. Participation active des ouvriers dans leurs organisations, journée de travail dans les ateliers limitée à 10 heures, principe d'un salaire minimum suffisant pour, dit la phrase, assurer l'existence et la dignité du travailleur. Ça pourrait toujours être d'aujourd'hui. Établissement des bases d'une législation du travail, durée, contrôle, salaire, etc. Une chose extrêmement importante, c'est que les femmes ont eu un rôle très important dans la commune, même si toutes leurs revendications n'ont pas passé vis-à-vis des hommes, y compris vis-à-vis des hommes, on va dire, syndiqués de travailleurs. En particulier, les salaires dans la fonction publique ont été augmentés dans l'école, et dans la fonction publique ont été augmentés dans l'école, et la rémunération des femmes dans l'enseignement a été égale à celle des hommes. C'est une première dans l'histoire de la nation. Quelques exemples aussi de l'importance et de l'influence de la mobilisation féminine, c'est que l'union libre a été reconnue et aussi les enfants dits naturels, qui étaient complètement exclus, ignorés par le droit et par toute la structure. Et puis aussi l'interdiction de la prostitution. Dans un tout autre domaine, il y a eu une grande avancée sur la séparation de l'Église et l'État, adoptée à l'unanimité de la commune, et une mise en œuvre progressive de la laïcisation dans les services d'assistance publique, dans les hôpitaux et dans les écoles. Et une chose très, très intéressante que j'ai découvert en préparant ce petit papier, c'est l'organisation d'une école élémentaire dès l'âge de 3 ans avec des crèches laïques pour les plus petits. Et une dernière chose, tirée un peu de la musette comme ça, c'est la culture. Ce moment révolutionnaire a été un moment intense pour la culture en France. La majorité, l'écrasante majorité des artistes, petits, humbles, artisans ou artistes de renom, tels Courbet, tels Corot, tels Manet, ont pris position pour la commune. Et Courbet a eu un rôle, non seulement pour la politique culturelle, mais un rôle politique important dans l'organisation de la commune. Simplement deux ou trois choses sur cela. C'est la création, en gros, d'une fédération des artistes reconnue par la République, et en leur confiant un rôle sur l'organisation des musées, la transformation des théâtres privés en gros des SCOP, des sociétés coopératives ouvrières mais culturelles cette fois-ci. Et juste une phrase, la démocratisation de la culture doit se poursuivre par l'éducation artistique et en assurant la présence de l'art jusque dans les plus petits villages de France. Je pense que cette phrase doit sonner aux oreilles des présidents des collectivités territoriales.
C'était simplement un peu fouillis, quelques thèmes. Depuis 1871, il a fallu, à travers les luttes sociales et aussi à travers le programme du Conseil national de la résistance, instaurer des droits et des pratiques assez semblables à ce que la commune voulait faire, a fait et voulait faire. Certaines de ces pratiques, j'ai appelé ça pratique, c'est pas tout à fait le bon mot, ont été accordées par ces luttes et par le CNR, mais il n'en demeure pas moins que des initiatives progressistes de cette période ne sont toujours pas inscrites dans la vie publique française. Un seul exemple, c'est la non-égalité des salaires à compétences égales et à responsabilité égale entre les hommes et les femmes, qui est très loin d'être faite en France. Donc, l'exposé et les débats qui vont suivre devraient permettre d'identifier des thèmes qui ont été mis en avant ou qui ont surgi pendant la Commune, qui peuvent faire l'objet d'un parallèle entre ce qui a existé et des propositions concrètes qui pourraient être introduites dans le débat public actuel. Pour cela, nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir Ludivine Bantigny. Ludivine Bantigny est historienne, elle est ancienne élève de l'École normale supérieure, agrégée et docteur en histoire, HDR, pour ceux qui savent ce qu'est l'HDR, elle a été maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Rouen et elle est désormais, par choix, enseignante dans un lycée. Parmi ses principales publications récentes, parce qu'elle est assez prolixe en matière de publication, j'en ai lu certains, mais pas tout, en rapport avec ce dont nous allons parler ce soir, citons L'ensauvagement du capital au Seuil en 2022, La Commune au présent, une correspondance par-delà le temps à la découverte en 2021, Face à la menace fasciste, sortir de l'autoritarisme avec Hugo Payetta aux éditions textuelles en 2021, Révolution chez Anna Mosa en 2019, L'œuvre du temps, Mémoire, Histoire, Engagement, édition de la Sorbonne en 2019, 1968, de grands soirs en petit matin, au Seuil. Certains de ces ouvrages sont sur la table à l'entrée, choisis en accord avec Ludivine et avec Ombre Blanche. On s'est mis d'accord sur un exposé de l'ordre de 30 à 45 minutes, un peu plus, un peu moins selon son rythme et la réaction, et pour laisser entre 1 heure et 1 heure et quart au débat. Pour terminer cette présentation, peut-être trop longue, permettez-moi de citer Louise Michel. Si l'égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise. Ludivine Bantigny, vous avez la parole. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup pour cet accueil, pour cette présentation. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette organisation. Et aussi sur la technique, un grand merci pour cette hospitalité. Aussi pour les personnes qui s'occupent des livres, j'imagine, donc en partenariat avec Ombre Blanche. Alors, Jean-Louis vous a annoncé une fausse information parce que j'ai négocié à la hausse le temps, la durée de ma présentation. Mais vous allez voir, alors non, parce que j'ai l'habitude d'être bavarde, mais c'est surtout parce que je vais les faire beaucoup parler, là, ces femmes et ces hommes de la commune. Donc j'espère que ça sera pas trop ennuyeux, mais j'ai prévu un diaporama assez dense, assez fourni, assez foisonnant. Mais ça n'empêche pas qu'on aura vraiment le temps de débattre. Donc je vais pas trop m'attarder d'ailleurs sur si j'ose dire, les préliminaires. Et puis Jean-Louis a posé déjà un certain nombre d'enjeux sur lesquels je vais revenir. Donc nous avons décidé d'intituler cette conférence La Commune de Paris et ses vies successives. Donc je vais faire toute une série d'allers-retours entre le passé et le présent. Et comme vous le voyez d'ores et déjà sur cette première diapositive de titre, j'ai choisi aussi de vous parler de femmes et d'hommes qui, pour la plupart, vous sont inconnus ou nous sont inconnus, que j'ai trouvé dans les archives. Donc c'est à partir évidemment d'un travail classique en histoire d'archives que je peux vous présenter ce travail et notamment le rendre le plus vivant possible et le plus incarné possible, je l'espère. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est que puisqu'on a décidé de parler des vies successives de la commune,
c'est que la commune est apparue pendant des décennies, et y compris dans les premières années qui ont suivi la semaine sanglante qui a écrasé cette commune de Paris, comme un spectre avec lequel il fallait vivre ou qu'il fallait faire revivre. Et la formule de Victor Hugo que vous voyez ici, les morts sont des vivants mêlés à nos combats, c'est pas une formule que Hugo avait employée pour désigner la commune, mais que les hommes et les femmes de la commune ont réutilisé à propos de cet événement révolutionnaire pour s'en souvenir, mais pas seulement comme un fétiche du passé, mais pour le rendre le plus vivant possible. Alors vous avez déjà vu peut-être ma périphrase, vous avez remarqué ma périphrase, les hommes et les femmes de la commune. J'ai un peu de mal à les appeler les communards, parce que eux ne s'appelaient pas du tout comme ça. C'était un mot qui était très disqualifiant, très dénigrant. Parfois, il et elle s'appelaient les communeux et les communeuses, mais c'était aussi tout simplement les fédérés. Voilà, ils aimaient beaucoup l'idée de se fédérer, l'idée de l'unité, sur laquelle je vais revenir également. Alors, parmi justement les formules qu'on pourrait utiliser à la suite de celle de Victor Hugo, il y a celle de Jean-Baptiste Clément. Il faut que nos morts nous apprennent à vivre. Jean-Baptiste Clément, poète, chansonnier, qui a survécu à la Commune, qui y a participé, et vous le connaissez sans doute comme l'auteur du Temps des cerises, qu'il avait composé peu de temps avant la Commune, mais qui a été beaucoup associé ensuite à cet événement révolutionnaire, à ce soulèvement populaire incroyable. Et c'est aussi cette trame-là que je vais suivre. Il faut que nos morts nous apprennent à vivre, avec toujours cette idée que les morts n'étaient pas vraiment morts, qu'ils étaient en quelque sorte des morts vivants. Un peu à l'instar de cette très belle photographie de Richebourg. J'aime beaucoup cette photographie. Alors, elle est un peu déformée par rapport à celle que je vois sur l'écran ici. Mais ce que vous pouvez voir d'ores et déjà, c'est cette figure un peu spectrale de la commune. Figure spectrale au sens où on a déjà l'impression, alors c'est évidemment lié au temps de pause, on est donc à l'angle du parvis, de l'hôtel de ville et de la rue de Rivoli, avec l'une de ces grandes barricades. Mais j'aime cette photographie aussi pour ce qu'elle nous raconte d'un présent qui s'enfuit déjà avec ce trouble lié au brouillard autour des protagonistes. Et en même temps, il y a cette idée que les fantômes de la commune vont continuer à hanter les survivants et les générations successives. Et c'est ce que dira d'ailleurs l'un des très grands historiens de la commune, mais qui y a participé aussi, qui s'appelle Prosper-Olivier Lissagaray. Alors il y a cette grande histoire de la commune, alors je ne vais pas vous la raconter d'ailleurs en détail par la chronologie, je vais essayer de vous en faire la synthèse. Donc Prosper-Olivier Lissagaray a fait une des premières très grandes et très fortes histoires de la commune, mais le texte qui m'inspire ici pour vous parler dans cette introduction des spectres de la commune, c'est cet ouvrage La Vision de Versailles, qui a d'ailleurs été réédité il y a peu, la Vision de Versailles, parce que en fait, il imagine l'Assemblée versaillaise, donc le pouvoir officiel autour de Adolphe Thiers, qui s'était installé à Versailles après les élections de février 1871, ce pouvoir qui a décidé d'écraser la commune. Et donc Lissagaray imagine que les morts de la commune tout à coup surgissent dans les travées, c'est un peu une assemblée comme celle-ci, un peu moins moderne, et tout à coup c'est comme si voilà, il y avait les fantômes de la commune qui venaient hanter leur meurtrier en quelque sorte dans ce très beau texte. Ici vous avez une survivante aussi de la commune, Victorine Brochet. Elle fait partie de toutes ces femmes des classes populaires de la commune. Je vous le disais à l'instant, la commune a été une révolution, mais ça a été un soulèvement très populaire. Et Victorine Brochet, je vous la cite ici parce que précisément, elle a écrit ses souvenirs lorsqu'elle était âgée, que vous voyez sur la photographie. Et justement, c'est intéressant que ces souvenirs, elle les ait appelés « Souvenirs d'une morte vivante ». Toujours avec cette idée que celles et ceux qui ont survécu à la commune ne sont plus tout à fait en vie parce qu'ils accompagnent en quelque sorte les morts qu'ils auraient pu être aussi. Et d'autant plus dans le cas de Victorine Brochet, puisque elle-même a réchappé à la mort parce que une personne a été fusillée à sa place sans qu'elle le sache à l'époque et sans qu'elle en soit le moins du monde responsable. Mais du coup, elle a d'autant plus le sentiment d'être une morte vivante.
Et Louise Michel, quant à elle, alors je reviendrai bien sûr sur Louise Michel, mais ce que je veux aussi souligner, c'est que, bien sûr, c'est peut-être le nom qu'on retient le plus. Et tout à l'heure, Jean-Louis a parlé de Gustave Courbet. On reviendra bien sûr sur l'importance du peintre dans la commune. Louise Michel ne doit pas réduire la commune à sa personne, et de toute façon, elle n'aurait pas aimé ça. Mais je la cite ici parce qu'elle a eu également cette très belle formule, le spectre de mai parlera. Le spectre de mai parlera. Donc, elle, Louise Michel, bon, elle n'a cessé ensuite, elle a été déportée en Nouvelle-Calédonie. Elle n'a cessé, en fait, de vivre avec la commune et à la fois dans le passé, dans un passé devenu présent en quelque sorte, et aussi dans un futur inspiré de ce passé, dans un futur révolutionnaire. Elle parlait beaucoup de l'utopie, Louise Michel, mais pour elle, l'utopie, c'était une utopie forcément concrète, forcément réelle, que les utopies d'hier, à ses yeux, étaient toujours les réalisations du présent ou de l'avenir. Alors, voilà, c'est allé un peu trop vite, je voulais vous réserver un petit effet de surprise. Alors donc, à partir d'un grand travail d'archives, comme je vous l'ai dit, c'était passionnant de retrouver à la fois ces protagonistes et puis leurs espoirs, leurs réalisations, leur mise en œuvre. C'est quelque chose aussi que je veux vraiment souligner, c'est que pour moi, la Commune de Paris n'est pas d'abord un échec, n'est pas d'abord une défaite, mais ça a été une œuvre puissante avec beaucoup de réalisations. Jean-Louis a commencé à en faire la liste. Et je veux y insister tout particulièrement parce que c'est vrai qu'on a tendance à systématiquement rabattre la commune sur la semaine sanglante alors qu'elle a réalisé justement toute une œuvre émancipatrice, une œuvre de justice sociale, une œuvre d'égalité, d'affranchissement. On peut dire que sa matrice, c'est le socialisme tel qu'on l'entendait au XIXe siècle, c'est-à-dire précisément, y compris dans différents courants, comme vous le savez sans doute, voilà, les différents courants libertaires, anarchistes, socialistes à proprement parler, communistes, communalistes, sont extrêmement divers, mais ils se retrouvent justement dans l'idée de se fédérer autour de quelques principes: justice sociale, émancipation, égalité, république sociale et universelle. Le tout mêlé d'internationalisme et de fraternité entre les peuples. Et donc ce livre, il est un peu particulier, du coup, y compris par rapport à d'autres livres que j'ai pu écrire, puisque comme je me suis dit, finalement, la grande formule qui est sortie de la commune après son écrasement, c'était la commune n'est pas morte. La commune n'est pas morte, la commune n'est pas morte, c'est ce qu'on a beaucoup répété, et ce pendant des années et même des décennies. Je me suis dit, mais comment rendre compte de ce fait-là ? Et en commençant à écrire, j'ai eu envie de leur écrire à elles et à eux, en fait. Et j'ai finalement adopté le ton de la correspondance. Alors c'est évidemment une correspondance fictive, et les destinataires de ces lettres ne me répondent pas parce que c'est pas une fiction, mais j'ai décidé de faire comme si on pouvait toujours leur parler. Et donc j'ai choisi justement parmi des protagonistes à la fois célèbres et totalement inconnus, celles et ceux que j'ai pu trouver dans les archives. Donc je vous en montre quelques-unes et quelques-uns, y compris évidemment certains et certaines dont nous n'avons absolument aucune photographie. On pourrait les appeler des anonymes si ils n'avaient pas un nom, et c'était important pour moi de leur redonner des noms. Donc des femmes, des hommes de milieux populaires pour la plupart, mais il y avait aussi des artistes, des avocats, des journalistes, des médecins, des écrivains, des journalistes. Voilà, je vous en montre quelques-uns parmi celles et ceux auxquels je me suis adressée, non pas pour reconstituer leur vie, mais y compris pour faire des échos entre le passé et le présent, comme je vous le disais, c'est-à-dire partir de ce que nous connaissons. Eugène Varlin, parmi mes préférés parmi tous ces gens. Et y compris, comme vous voyez, la dernière que j'ai fait apparaître, c'est une inconnue, parce qu'il y a aussi des personnes dont on n'a pas retrouvé le nom dans les archives, mais cette inconnue, elle fait partie de ces cadavres qu'on a ramassés par milliers dans les rues de Paris après la semaine sanglante. Alors, on parlait des vues successives de la commune, et toujours, pour un peu terminer cette introduction avant de me lancer pleinement dans l'événement lui-même, c'est vrai que la commune de Paris, on n'a pas attendu la célébration de son 150e anniversaire pour en parler, pour l'évoquer, pour le faire ressurgir. Par exemple, à Marseille, il y a un lycée qui s'appelle
Je me déplace peut-être un peu trop pour la caméra. En fait, il faut que je trouve la bonne situation, parce qu'en plus, je vois pas très bien sur l'écran. Il y a un lycée donc de Marseille qui s'appelle le lycée Thiers. Et donc, régulièrement, quand il y a des mouvements sociaux, notamment des mouvements lycéens, ce lycée est renommé soit lycée Louise Michel, soit lycée de la Commune de Paris. Voilà quelques photographies prises au cours de ces dernières années, dans différents moments, événements que nous avons pu traverser. À gauche, c'était lors de Nuit debout, avec les occupations des places. Et là, on est place de la République à Paris, qui avait été d'ailleurs renommée par les occupants de la place de la Révolution. Et on voit ici un Vive la Commune. Vous voyez en bas à gauche, après le Covid, la Commune, ça c'était pendant le premier confinement. Et c'est à Marseille d'ailleurs, ou encore en bas à droite, en novembre 2020, lors d'une manifestation contre la loi sécurité globale. Alors la photographie est en noir et blanc, elle est de Serge D'Ignazio, mais en fait le drapeau était un drapeau rouge. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, on a pu voir aussi apparaître cette référence à la Commune. Alors la référence historique principale qui a surgi pendant le mouvement des Gilets jaunes, lui-même, comme vous le savez, assez hétérogène, sur le plan notamment politique, sur le plan idéologique. La référence principale, c'était la Révolution française, mais on a pu voir aussi des allusions à la Commune, comme vous voyez ici, la voie post-capitaliste est l'unique alternative, la Commune, ici une manière de citer Louise Michel, ou à droite les paroles de la semaine sanglante, les mauvais jours finiront. Ici, c'est à Ornans, sur la tombe de Gustave Courbet, précisément, sur laquelle on va revenir et que Jean-Louis a déjà mentionné. J'aime bien cette petite capture d'écran de Google Maps, parce que ça se passe à Rennes, et donc il y a cette petite facétie à Rennes, où vous avez rue Thiers et une impasse Thiers, et dans cette rue et cette impasse Thiers, il y a une école élémentaire qui a été appelée Louise Michel. Donc j'aime bien cette petite vengeance de Louise Michel à l'égard de son bourreau de manière posthume. Alors après, évidemment, la Commune, elle peut toujours, comme pour tout, être récupérée par un système marchand. Donc vous avez eu pendant quelques années une boutique très chic dans le Marais à Paris qui s'est appelée Commune de Paris 1871, avec des sweatshirts assez chers, il faut dire, mais qui n'a pas tenu très longtemps, ou alors dans un hôtel assez luxueux, toujours à Paris, vraiment toute une panoplie d'oreillers à la gloire de la Commune de Paris, même si c'était pas très adéquat avec cet hôtel de luxe. Alors, lançons-nous dans l'événement lui-même. Pour le comprendre, il faut bien sûr, en histoire, l'ancrer dans un contexte de plus long terme et peut-être revenir à ce qui s'était passé en 1848. 1848, surtout que c'est un événement qui est souvent assez peu connu. D'ailleurs, la Commune n'est pas forcément très très bien connue non plus, parce que pendant des décennies, elle n'a pas été enseignée ou très peu à l'école. Alors, justement, Eugène Pottier, qui finira par composer l'Internationale et qui fut un membre très actif de la Commune, écrivait à propos de 1848 « Le monde va changer de peau ». Donc, 1848, c'est à la fois la Révolution de février qui a instauré la Seconde République, le suffrage universel masculin, un certain nombre d'acquis importants sur le plan démocratique et de l'émancipation, notamment l'abolition de l'esclavage. Mais c'est aussi juin 1848, c'est-à-dire une répression absolument meurtrière contre une insurrection ouvrière qui demandait la dignité, qui demandait le droit au travail. Et donc, il y a eu 6000 morts dans les rues de Paris lors de cette répression de l'insurrection ouvrière de juin 1848. Et ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit pour comprendre la Commune de Paris, parce que ceux qui vont faire cette commune, ceux qui vont prendre part à cette révolution populaire, vont se souvenir de cet événement et vont du coup refuser de donner un blanc-seing à la République lorsqu'elle sera à nouveau proclamée en septembre 1870. Deuxième aspect de ce contexte, c'est l'importance des mobilisations sociales, de la conflictualité sociale, des luttes
des grèves très organisées un peu partout dans le pays. Ici, vous voyez le Creusot. Il y a eu des grèves importantes à partir des années 1867, c'est-à-dire 4 ans avant la Commune. Donc pendant ces quelques années qui ont précédé la Commune en 1871, de nombreuses grèves avec une répression sanglante. On était alors sous le Second Empire. Et ça aussi, ça va beaucoup marquer, ça va attiser la haine contre le pouvoir, tous ces morts lors des répressions. Et en fait, comme vous le voyez ici, dans différents secteurs, il y a eu une mobilisation très importante avec beaucoup de solidarité ouvrière. C'est l'époque où se montent des chambres syndicales. C'est l'époque aussi où se montent des caisses de grève. Et donc, toutes sortes de formes de coopératives, de mutuelles. Vraiment, la notion de solidarité, elle est très très importante à cette époque-là. L'Internationale, donc l'Association internationale des travailleurs, qu'on appellera plus tard la première internationale, est créée en 1864 et va jouer un rôle. Les hommes et les femmes qui participent à l'international vont aussi être très actifs dans ces grèves, notamment par la mise en œuvre de caisses de solidarité, de caisses de grève, comme on le dirait aujourd'hui. Et en ce moment, on en parle d'abondance. Et donc, insiste beaucoup sur cette idée de coopération, d'associationnisme, comme on le dit aussi. L'associationnisme, c'est fondamental et c'est ce qui va en partie expliquer la Commune. De ce point de vue, il faut citer à nouveau Eugène Varlin. Eugène Varlin, comme beaucoup de ces acteurs et actrices de la Commune, il est parfaitement autodidacte. C'est un ouvrier relieur qui fait plein de choses de son existence. Mais entre autres, il est membre de l'Internationale et il va très largement contribuer à ces caisses de solidarité pour soutenir les grévistes dont je parlais à l'instant. Il va aussi fonder avec une autre future actrice alors je le dis au sens de protagoniste de la Commune, Nathalie Lemel, elle aussi ouvrière relieuse, des coopératives d'alimentation, de sortes de restaurants populaires qu'on va appeler les marmites. Troisième point du contexte, donc déjà le souvenir de l'écrasement de juin 1848, les grèves qui se multiplient avec toute cette forme d'auto-organisation populaire dans les années 1867-1870. Et le troisième aspect du contexte, évidemment, Jean-Louis en parlait par allusion, c'est la guerre. C'est une guerre déclenchée le 7 juillet 1870 par Napoléon III, que vous voyez ici à gauche. Une guerre pour redorer son blason, mais mal lui en a pris parce que c'est vraiment une catastrophe pour les armées françaises qui vont être défaites dans différents endroits, mais notamment le 2 septembre 1870 à Sedan, et l'empereur lui-même est fait prisonnier. D'où la proclamation à l'Hôtel de Ville de Paris de la République. Un peu dans des circonstances similaires quant au dispositif de cette proclamation à celle de février 1848. C'est-à-dire qu'on proclame depuis le balcon de l'Hôtel de Ville, ici vous voyez Gambetta, cette République, mais pendant des mois, il n'y aura aucune élection. Donc il y a un gouvernement provisoire, un gouvernement républicain qui se met en place, mais sans aucune élection. Et ça, la Commune va se dire, en fait, ça ne nous convient pas. Ça ne nous convient pas. Et encore une fois, on n'a pas forcément confiance spontanément en un gouvernement, même s'il est républicain, parce qu'il peut quand même trahir les intérêts du peuple, et en particulier du peuple de Paris. On va voir pourquoi. Parce que c'est une catastrophe pour Paris, cette situation. La guerre, le siège de Paris par les Prussiens, qui vont bientôt rejoindre l'Allemagne unifiée en 1871. Comme vous le voyez avec Victorine Brochet, dont j'ai déjà parlé, Souvenir d'une morte vivante, elle dit « Toute la nourriture devenait si répugnante, c'était presque un désespoir de penser à manger ». Et en effet, Paris a faim, Paris est littéralement affamé. Il y a un taux de mortalité qui explose de manière vraiment exponentielle, en particulier la mortalité infantile. Les femmes doivent parfois attendre dès 2h ou 3h du matin dans les nuits glaciales de cet hiver 1870-1871 devant les boulangeries pour avoir du pain finalement qui est véritablement infect. La farine est coupée de carton et donc il y a beaucoup de maladies aussi qui se développent. On mange du rat. Beaucoup à Paris, il y a sur la place de l'Hôtel de Ville, par exemple, sur le parvis, il y a un marché aux rats, et donc c'est une catastrophe. Et en fait, ce peuple de Paris, il va se révolter doublement, à la fois
contre cette situation sociale et économique qui lui est imposée par la guerre et le siège, avec le sentiment que cette république qui a été mise en place en septembre ne fait rien pour modifier la situation. Le maire de la capitale à cette époque est Jules Ferry, on va le retrouver, et Jules Ferry est appelé Ferry-Famine. Et le peuple de Paris, globalement, n'a que assez peu confiance dans ces hommes désormais au pouvoir. Mais l'autre dimension, c'est qu'on va aussi se révolter pour sa dignité, parce qu'on ne veut pas que la guerre se termine dans le déshonneur, et donc il va y avoir une révolte aussi pour la dignité. Ici, un symbole justement de cette famine, puisqu'on est amené à tuer les uns après les autres tous les animaux du jardin zoologique, y compris jusqu'au dernier, et les deux derniers, ce sont les éléphants du zoo, qui s'appelaient Castor et Pollux. Et alors ces animaux, évidemment, c'est pas les gens du peuple, hein, c'est pas les ouvriers, les artisans, les petits commerçants, les institutrices et instituteurs qui peuvent se payer cette viande des animaux du zoo. Hein, ça, c'est vraiment réservé aux catégories les plus aisées. Alors, il y a plusieurs tentatives de révolte. Et souvent, quand il y a une révolution, elle a été précédée par des balbutiements, des hésitations et des tentatives pour aboutir à une prise de pouvoir. Et on retrouve ici le poète et chansonnier Eugène Pottier, donc futur auteur de l'Internationale, comme je vous le disais. Le peuple sent qu'il est trahi, s'est trop aboyé à la lune. L'hôtel de ville est envahi, Paris proclame ta commune. Et en effet, c'est ce qui va se passer ce 31 octobre 1870. Une partie du peuple de Paris envahit l'hôtel de ville. Et c'est intéressant, là je vais commencer à vous montrer des archives, donc des photographies que j'ai trouvées dans toutes sortes d'archives. Ici, le service historique de la Défense à Vincennes. Dans l'hôtel de ville, certains trouvent du papier en tête de la République française et du gouvernement provisoire de la République. Il est indiqué ici gouvernement de la défense nationale, c'était le nom officiel du gouvernement qui devait continuer la guerre, et quelqu'un a barré au moment de cette invasion de l'hôtel de ville, non parce qu'il n'a rien défendu. Et ici, c'est vraiment assez émouvant parce que parmi les papiers qu'on retrouve lors de cette première tentative de prise de pouvoir populaire à l'hôtel de ville en octobre 1870, eh bien, en fait, les gens qui ont envahi l'hôtel de ville citent un certain nombre de noms que vous voyez à gauche pour changer le gouvernement et mettre à la place des gens qu'ils connaissent, des gens qui sont populaires dans leur quartier et à l'échelle de la capitale. Et à droite, là aussi très émouvant, c'est un document qui est signé d'Auguste Blanqui, vieux révolutionnaire qu'on a appelé l'enfermé, parce qu'il avait passé la moitié déjà de sa vie en prison comme prisonnier politique. C'était un révolutionnaire depuis les années 1820. Et là, il est présent le 31 octobre 1870 et il demande à ce qu'on envoie des hommes en renfort pour maintenir l'occupation de l'hôtel de ville. Mais cette première tentative échoue. Ce que font les Parisiens, c'est qu'ils s'organisent dans une garde nationale. La garde nationale, elle existait depuis plusieurs décennies, mais là, c'est une garde nationale qui devient une sorte d'armée populaire, si vous voulez. Alors, c'est pas une armée de métier du tout, hein, mais tous les hommes en âge de prendre les armes sont chargés de défendre la ville, et donc à tour de rôle, et ça forme la garde nationale. Et là, vous voyez une carte de membres du comité central de la garde nationale. Parce que la particularité, et c'est ce qui va faire un des traits ensuite de la commune, c'est, comme je vous le disais, l'auto-organisation et la démocratie. C'est-à-dire que là, on décide que ce sont les membres de base de la garde nationale qui vont élire leur commandement et qui vont s'organiser justement de manière tout à fait fédérée. Et c'est eux qu'on va appeler les fédérés, les membres de cette garde nationale, organisés de manière démocratique avec des votes comme une forme de démocratie directe. En face, qui trouve-t-on ? À partir de février 1871, il y a des élections législatives. Comme je vous le disais, il n'y avait pas eu d'élection depuis septembre. Donc il y avait une sorte de vacances très peu démocratiques. Or, ces élections vont porter au pouvoir une majorité de monarchistes. Il y a environ 600 députés, et sur ces 600 députés, il y a quelques 400 députés monarchistes qui sont élus, et quelques 200 républicains. Et donc, on a une sorte de coalition assez hétéroclite, avec un Adolphe Thiers, que vous voyez à gauche et que j'ai déjà cité à propos du lycée Thiers. Thiers, c'est déjà quelqu'un que le peuple de Paris, comme le peuple des villes, a bien en tête comme un ennemi du peuple. Un fusilleur, un massacreur de peuple, disait-on. Parce qu'il avait déjà été ministre sous la monarchie de Juillet,
sous Louis-Philippe, et il avait ordonné plusieurs massacres à ce titre, notamment le massacre des Canuts de Lyon en 1831 et surtout en 1834. Mais aussi le massacre à Paris de la rue dite Transnonain. Et puis vous voyez Jules Ferry, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est à l'époque le maire de Paris et qui va rejoindre assez vite Thiers. Il y a toute une série, dès le mois de février 1871, toute une série de provocations de la part de Thiers. La première, et non la moindre, est de s'installer à Versailles, d'installer l'Assemblée et d'installer le gouvernement à Versailles, la ville des rois. En fait, le peuple de Paris, comme un certain nombre de villes de France, je vais y revenir, craint beaucoup la restauration de la monarchie. Et c'est une hypothèse tout à fait plausible. Nous, on sait bien sûr que ça n'a pas eu lieu, mais en réalité, là, c'était une hypothèse tout à fait tangible. Donc Thiers installe le pouvoir à Versailles, c'est pour ça qu'on va parler des Versaillais, et de surcroît, il met en place toute une série de mesures répressives qui pèsent encore davantage sur ce peuple de Paris, déjà victime de la famine, du chômage et de conditions vraiment très difficiles d'existence. Notamment, il va supprimer des journaux, il va censurer un certain nombre de journaux populaires, dont le Cri du Peuple de Vallès, et puis il va aussi exiger des locataires qui payent immédiatement leur loyer. Pareil pour les commerçants qui sont dans une situation de détresse absolue, et Thiers n'en a cure en quelque sorte. Alors, que va-t-il se passer à partir de là ? Eh bien, c'est un soulèvement populaire qui va devenir une révolution, puisque en fait, au départ, il s'agit d'empêcher l'armée de Thiers, notamment du côté de Montmartre. Et vous voyez une photographie de Montmartre ici dans les années 1850. Montmartre, comme un certain nombre d'autres quartiers très populaires, d'ailleurs une commune autonome, Montmartre à cette époque, dont le maire est Georges Clemenceau. Eh bien, à Montmartre, comme dans d'autres quartiers populaires de Paris, il y a ces canons. Ce sont des canons que les Parisiens se sont achetés eux-mêmes par souscription pour se défendre, pour assurer l'autodéfense de leur ville. Je vous ai dit, il y a la garde nationale, et puis il y a aussi ces canons. Par exemple, Victor Hugo avait acheté sur ses propres deniers un canon qu'il avait offert à la ville de Paris pour sa défense. Thiers ne supporte évidemment pas l'idée qu'il puisse y avoir des canons ainsi disposés dans différents endroits très populaires de Paris. Et donc le 18 mars 1871, il envoie la troupe, d'une part pour récupérer ces canons, et d'autre part, il a envie de faire une sorte de rafle de tous les militants considérés comme révolutionnaires, subversifs et très inquiétants pour le pouvoir. Sauf que ce qui va se passer, alors je vais vous expliquer ce que c'est ça. Ce qui va se passer, c'est que le peuple dans les rues de Montmartre au petit matin du 18 mars implore les soldats de ne pas faire feu, de ne pas tirer. Et en fait, ces soldats vont décider de fraterniser. Donc c'est un moment absolument extraordinaire, le premier grand moment finalement révolutionnaire de cet événement. Les soldats mettent crosse en l'air et refusent de tirer sur la foule. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se souvient justement de 1848. On se souvient qu'il y avait eu des fraternisations en février 1848 avec déjà une partie du peuple de Paris qui avait dit à l'armée « Vous n'allez pas tirer sur vos frères, vous n'allez pas tirer sur vos mères ». Il va y avoir à ce moment-là une tragédie qui va ensanglanter ce moment, mais les hommes et les femmes de la commune n'y peuvent absolument rien. C'est que ces soldats vont tuer 2 de leurs généraux, notamment parce que ils se souviennent de ces généraux pour l'un comme celui qui avait exigé de tirer sur le peuple en juin 48 déjà, et pour l'autre qui lui disait faites feu, ce qu'ils avaient refusé. Et donc, ces 2 généraux, la mort de ces 2 généraux vont beaucoup peser sur la suite des événements, parce qu'à partir de là, on va accuser les Parisiens qui n'y peuvent rien. Moi, j'ai retrouvé les rapports d'autopsie de ces 2 généraux, et ce ne sont pas du tout les gens de la garde nationale qui ont tiré sur ces généraux, ce sont leurs propres soldats.
donc les soldats de l'armée versaillaise. Mais quoi qu'il en soit, voilà, une bonne partie évidemment de la presse va se mettre à déverser une haine considérable sur Paris, sur le Paris révolutionnaire, en disant que ce sont des barbares, des meurtriers, des assassins. Alors là, c'est un document intéressant que vous ne voyez pas forcément très bien, que j'ai retrouvé toujours au service historique de la Défense à Vincennes. C'est Émile Duval, donc un ouvrier fondeur de fer, qui écrit à sa femme le 19 mars, donc au lendemain de la grande première journée révolutionnaire, où on se met à occuper l'hôtel de ville et toutes sortes de lieux de pouvoir. Ma chère femme, ne te chagrine pas d'une si longue absence. Je suis à la préfecture de police qui fut enlevée par nous à minuit sans coup férir. J'espère n'être pas longtemps sans te voir. Je suis installée provisoirement dans le bureau du préfet de police. Et donc, voilà, ce qui va se passer, c'est que la plupart des représentants du pouvoir, y compris Jules Ferry, vont s'enfuir à Versailles, vont s'installer à Versailles. Et pendant ce temps, du coup, les membres de la garde nationale, du comité central de la garde nationale, vont s'installer dans ces lieux de pouvoir et en particulier investir l'hôtel de ville. La première chose qu'ils décident de faire, ce sont des élections. Parce que pour eux, il faut vraiment procéder de manière la plus démocratique possible. Et donc, en quelques jours, ils organisent les premières élections de la commune. En fait, ce qu'ils veulent, c'est la légitimité et une forme de légalité. C'est pour ça qu'ils disent beaucoup « Paris est dans le droit ». Ils veulent vraiment se saisir d'une adéquation entre la légitimité de leur révolte et la légalité de leur pouvoir qui, évidemment, est pris par autoproclamation, par une révolution. Mais il faut se rappeler que la République en place, en septembre, ça avait été aussi une autoproclamation à l'hôtel de ville. Donc là, on organise des élections tout de suite. Et on essaye aussi de s'adresser à la province. Il y a de ce point de vue un très beau texte aux travailleurs des campagnes, qui est rédigé par une journaliste, une écrivaine, dont je vous reparlerai, André Léo, disant « Frère, on te trompe, parce que partout en province, les journaux insistent beaucoup, encore une fois, sur ces barbares de Parisiens, ces assassins. » Et donc, ce texte, comme beaucoup d'autres textes de ce qu'on va appeler la commune, insiste beaucoup sur la fraternité, les intérêts communs entre les travailleurs des villes et les travailleurs des campagnes. Voilà André Léo qui signe ce très beau texte. Et on cherche à convaincre justement les gens des campagnes. Alors, je ne sais pas si vous le reconnaissez, petit gif, parce qu'il était particulièrement vivant, tourneboulant, tournoyant. Est-ce que vous avez une idée de qui il s'agit ? Ouais. Bravo. C'est Nadar, c'est le photographe Nadar. Alors Nadar, très célèbre pour ses photographies. Vous le voyez ici, mais très célèbre aussi parce que, à l'époque en tout cas, il était passionné de montgolfière. On le voit dessiné par Daumier. Et il est passionnément engagé dans cette révolution populaire, même s'il est déjà malade à cette époque. Et j'ai retrouvé vraiment une lettre très émouvante de lui où il dit « Mais je me donne corps et âme à la commune. Et en particulier, je donne à la commune des montgolfières dont je dispose pour lancer, parce que c'est toujours le siège. Paris est toujours assiégé. Par les troupes allemandes et aussi par désormais les troupes versaillaises. Et donc il veut convaincre en province que Paris n'est pas, encore une fois, la barbare qu'on dit d'elle. Alors c'est très important de comprendre que ce que veut Paris en se proclamant commune après les élections. Et c'est là que vous pourrez aussi discuter avec Rémi Pêche qui est là et qui a écrit sur la commune de Toulouse. Vous avez son livre à l'accueil. Parce que Paris aimerait, avec d'autres villes, que des cités comme ça s'affranchissent, s'émancipent, proclament la légitimité d'être relativement autonomes. Et vous voyez ici sur ce dessin, en fait, Paris au premier plan, avec le bonnet phrygien, le drapeau rouge, qui tend la main à Lyon, tandis que Marseille arrive derrière. Et de fait, il y a eu plusieurs villes en France qui ont proclamé une commune, jusqu'à Alger d'ailleurs, mais au Creusot également, dans bien des endroits, même à Limoges pendant quelques jours. Et l'idée, c'est de fédérer ces villes. C'est d'être ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, dans certains endroits du monde, que j'évoquerai à la fin, un confédéralisme démocratique, avec
des régions relativement indépendantes, mais fédérées à d'autres, donc dans un espace qui reste national, mais avec des formes d'autonomie. Alors vous voyez pas, en fait, j'ai l'impression. En fait, c'est peut-être qu'il y a trop de lumière. Je n'avais pas pensé à ça. C'est un peu trop tard pour le dire. Mais sur un brouillon de rédaction pour les élections, il est écrit élections municipales et on barre municipal et on remplace par communal. Parce que les élections communales, c'est tout autre chose que des élections municipales. On veut proclamer une commune au sens aussi du bien commun. C'est pas seulement un certain nombre de droits civiques, institutionnels, mais c'est vraiment, comme on va le voir, des biens sociaux. Alors là, vous le voyez d'ailleurs, une de ces lingères, de ces femmes de la commune qui dit « Je suis communeuse, moi ». Et ce que je vous disais, hein, il ne parle pas du tout de communards à cette époque, mais il s'appelle plutôt des communeux ou des fédérés. Alors, qu'est-ce que va faire la commune? Ici, vous voyez par exemple une dame, Amélie de Fontaine, qui demande si elle va pouvoir retirer son matelas au Mont de Piété qu'elle a déposé en novembre 1869. Le Mont de Piété, c'était un endroit où on déposait, mais vous le savez sans doute, hein, on déposait les maigres affaires dont on pouvait disposer pour avoir de l'argent en prêt. Et donc, il n'était pas rare de laisser son matelas, de laisser même son manteau, y compris dans les hivers si froids, tel que je l'ai évoqué pour l'hiver 70-71. Et donc, en fait, très rapidement, la commune va proclamer un certain nombre de droits sociaux et va les mettre en œuvre en pratique, en fait, concrètement. Par exemple, en restituant, justement, en décidant de restituer gratuitement les biens du Mont de Piété, en aidant aussi des hommes et des femmes qui sont dans le besoin, qui sont en détresse. Donc là, on répertorie ceux qui en ont besoin. Par exemple, vous voyez, Baudet, rue Cardinet, a une femme très malade et très malheureux. Il ne fait pas partie de la garde nationale. Grande misère, grande misère. Et donc, on va mettre en place des aides sociales, pourrait-on dire, une sorte de protection sociale avant la lettre. Et puis, il y a toute une forme de solidarité aussi dans les quartiers. Ici, vous voyez, par exemple, une boutique de vins et spiritueux, mais qui s'intitule Cave démocratique, et qui va faire des distributions gratuites de vivres pour la population du quartier. On insiste aussi beaucoup sur les services publics. Même si les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires en particulier, ont fui pour la plupart à Versailles et sur ordre du pouvoir, mais beaucoup vont se dire, la commune va se dire, il nous faut des services publics, c'est ça qui compte, c'est le bien commun, les services publics. En revanche, on n'a pas forcément besoin de police. Donc la police est abolie, on parle de l'ex-préfecture de police. Et puis, on organise justement des solidarités concrètes. Alors, je vous parlais tout à l'heure déjà d'Eugène Varlin. Ici, c'est Léo Frankel. Léo Frankel, il a cette particularité de ne pas être français, comme un certain nombre d'autres élus de la commune. Il est hongrois. Et justement, il va être très fier d'être élu malgré sa nationalité, non pas par orgueil, par narcissisme, mais parce que c'est le symbole de l'internationalisme. Et Léo Frankel, il va avoir une fonction importante, justement, on lui confie une mission tout à fait cruciale pendant la commune, c'est celui de la responsabilité de la commission du travail et de l'échange. En fait, on va répertorier tout ce qui existe en termes de coopératives, de mutuelles, de chambres syndicales par métier. Hein. Vous voyez ici les relieurs, les taillandiers, les tailleurs de pierre, les tailleurs d'habits, les tapissiers, les tisseurs en tout genre, les chaudronniers, les charpentiers, les fabricants de cannes et manches de parapluies, etc. En fait, on veut s'organiser de manière indépendante du capital. On veut fonctionner, on le dirait ainsi aujourd'hui, mais ce n'était pas le mot qui était utilisé à l'époque, en autogestion, par des chambres syndicales, par des coopératives. Alors c'était des choses qui étaient déjà dans l'air, hein, comme je vous l'ai dit, par exemple les marmites, les sociétés de consommation, les sociétés d'alimentation, elles existaient avant la commune, mais la commune, comme puissance publique, va les aider financièrement, va aider aussi à leur coordination. Donc la question de la solidarité ouvrière, de la solidarité populaire est absolument essentielle. Voilà ce que dit André Léo, le droit, la justice, l'égalité. Quelle marche à défaut de mitrailleuse? Au fond, il ne s'agit ni d'une querelle de mots, ni d'une lutte d'ambition, bien que les mots et les ambitions n'encombrent que trop l'arène. Il s'agit de la grande querelle du pauvre contre le privilégié, du travailleur contre le parasite, du peuple contre les exploiteurs. Alors, parmi celles et ceux qui vont se mobiliser pour organiser justement le travail d'une manière autonome,
sans capital, sans employeur, sans profit, du coup sans exploitation à leurs yeux. Il y a beaucoup de femmes. Et ces femmes, je pense que vous ne connaissez pas leur nom, même quand vous connaissez un peu la commune, parce que elles font partie de ces anonymes, entre guillemets, de l'histoire, mais qui ont organisé justement une commission et un certain nombre d'associations, dont l'Union des femmes, qui proposent justement un projet d'organisation du travail des femmes. Elles se réunissent régulièrement. Alors j'aime bien cette petite coquille qui s'est glissée dans cet appel à une émancipation complète et à une réunion de cette association, le comité central de l'Union des femmes, et central avec un E, je crois qu'on peut leur pardonner cette coquille puisqu'elle est assez significative. On se réunit beaucoup dans les églises d'ailleurs, et parfois on laissant tranquillement les messes se dérouler, puis on se réunit à un autre moment. Parmi celles qui vont beaucoup compter dans cette union des femmes qui réalise l'organisation du travail des femmes, il y a à gauche Elisabeth Dmitriev, qui est une révolutionnaire russe qui a 20 ans, et elle a déjà eu une vie extraordinaire, même à son âge, puisqu'elle était en Suisse, elle a contribué à créer une section de l'Internationale en Suisse, puis elle était à Londres, elle était proche de Marx, et c'est comme ça qu'elle s'est décidée à venir à Paris. Et on la voit vraiment s'activer pour l'union des femmes. Toutes les deux, Nathalie Lemel également, religieuse dont je vous ai parlé tout à l'heure, fondatrice des marmites, des restaurants populaires, toutes les deux, on va les retrouver aussi plus tard sur les barricades. Donc voilà, elle s'organise de cette façon, elle répertorie toutes les femmes dans les différents secteurs du travail qui ont besoin justement de s'employer. Ici les culottières, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les doreuses. On a aussi des frangeuses de châles. Alors c'est aussi tous ces métiers de l'époque dans leur grand foisonnement. Alors je vais vous montrer ce rôle des femmes en vous passant un petit extrait d'un très beau film que vous avez peut-être vu, Raphaël Messan, Les damnés de la Terre, produit par Arte. Raphaël Messan, c'est un graphiste. Alors il n'a pas dessiné ce que vous allez voir, c'est pas un dessinateur, mais il a repris les lithographies, les gravures de l'époque, et il en a fait d'abord 3 volumes d'un merveilleux roman graphique, Les damnés de la Commune, qui est ensuite devenu un film. Et je vous montre justement la place de ces femmes, notamment André Léo, mais bien d'autres, qui se réunissent dans des clubs, dans des associations, qui vont prendre la parole. La question de la parole populaire, de la légitimité à prendre la parole est tout à fait essentielle ici. Alors, j'espère que ça va marcher le son. Le soir, les églises accueillent les réunions publiques. Je me glisse dans la pénombre de l'une d'elles. La personne qui est montée à la chaire est une femme. C'est une journaliste. Elle s'appelle André Léo. Maintenant, le sort du droit en ce monde est lié au sort de Paris. Maintenant, le concours des femmes devient nécessaire. On voit les femmes anxieuses, enthousiastes, ardentes, l'œil rempli de feu, se donner tout entière à la grande cause de Paris. Qu'elles entrent dans la lutte, que les filles, les femmes et les mères combattent à côté des fils, des maris et des pères. Et alors, ces soldats que l'on trompe reconnaîtront qu'ils n'ont pas une émeute en face d'eux, mais un peuple entier dont la conscience crie par la voix de ces femmes aussi bien que de ces hommes: mort ou liberté! Voilà, donc mort ou liberté, vous voyez d'emblée aussi les valeurs. Jean-Louis, tout à l'heure, résumait les quelques grands axes de la commune. Et cette question de la dignité, cette question de se sentir légitime à faire l'histoire, la question de la liberté, de l'affranchissement, de l'émancipation, sont vraiment essentielles dans la commune. Alors, organisation du travail qui passe par un certain nombre de décisions, lesquelles peuvent parfois nous paraître très précises. Par exemple, ce décret. Là, c'est la version originale d'un décret signé de Léo Frankel, dont je vous ai dit qu'il présidait la commission du travail et de l'échange. Il nous dit tout simplement que le travail de nuit des ouvriers boulangers est aboli. Alors ça peut paraître très précis, mais en fait, il y a tout un débat dans l'assemblée de la commune qui est composée essentiellement d'ouvriers, de petits commerçants, de petits artisans, d'instituteurs. C'est une composition très très populaire, même s'il y a aussi quelques médecins, avocats et artistes. Eh bien, en fait, il y a un débat entre eux parce que certains se disent peut-être que c'est pas à nous de décider des relations entre les ouvriers et les patrons, en l'occurrence dans la boulangerie.
Et Léo Frankel, bien d'autres, Courbet, Varlin vont dire mais bien sûr que si, sinon ça sert à rien de proclamer une commune si on ne donne pas un certain nombre de droits élémentaires aux ouvriers qui les réclament. L'abolition du travail de nuit, ça veut dire aussi une forme de liberté, ça veut dire une vie qu'on peut pleinement savourer contre une exploitation au travail. Alors Jean-Louis le disait, il y a une œuvre scolaire de la commune, des écoles publiques, des écoles gratuites. On parle souvent de Jules Ferry à propos de l'école laïque, gratuite et obligatoire. On oublie que Jules Ferry est un ennemi farouche de la commune qui va vraiment approuver le massacre des femmes et des hommes de la commune. D'ailleurs, Jules Ferry, en quittant Paris au soir du 18 mars, s'était enfui avec une partie de l'argent de l'assistance publique de Paris, parce qu'il voulait essayer de priver Paris de ses ressources. Et on oublie donc souvent que la première puissance publique à avoir proclamé l'école laïque et l'école gratuite, c'est la commune, avec un certain nombre de cours aussi pour les filles. Voilà, l'importance des cours pour les jeunes filles, c'est très très fondamental aussi sous la commune. Ici, par exemple, c'est dommage, hein, pardon, en fait, l'écran est trop éclairé, peut-être que vous ne voyez pas très bien les archives en question, mais ici, par exemple, ce sont des institutrices, entre autres, mais qui écrivent des projets d'émancipation scolaire. Et par exemple, ici, vous en avez une parmi tant d'autres, hein, qui dit, Marguerite de Foucauld, point de punition ridicule et humiliante, surtout pour des causes qui tiennent aux enfants, aux défauts naturels à l'enfance, tels que l'étourderie et l'amour excessif du jeu. L'enfant doit jouer. Donc il y a vraiment cette idée que l'enfant, il doit s'émanciper, mais l'école, elle doit être un lieu d'égalité, un lieu où on va rompre la division du travail entre le travail manuel et le travail intellectuel. On parle d'une école polytechnique d'ailleurs, on va parler vraiment d'une polyéducation, parce qu'on veut apprendre à ces enfants du peuple aussi bien à lire, écrire, compter, bien évidemment, mais aussi l'art, mais aussi la culture et les sciences. Et bien sûr, celle qui va participer à cette œuvre émancipatrice par l'école, c'est Louise Michel, qui était institutrice, et déjà depuis plusieurs années, qui expérimentait des pédagogies qu'aujourd'hui on appellerait des pédagogies dites nouvelles ou justement émancipatrices. Jean-Louis l'a aussi souligné tout à l'heure, mais il y a une effervescence culturelle sous la commune, une effervescence culturelle qui passe par les journaux. On lit énormément de journaux. Ici, vous avez bien sûr Le Cri du Peuple de Vallès, mais il y en a plein comme ça. Et puis, on chante beaucoup sous la commune. Il y a une joie. Et là, vous avez une chanteuse très populaire à l'époque qui chantait notamment la canaille. C'est la canaille, eh bien, j'en suis. Voilà, c'était un retournement du stigmate. Ah, on nous appelle la canaille, ben, d'accord, je suis la canaille. Retournement du stigmate. On chante beaucoup, il y a de la joie, comme dirait l'autre, il y a de la joie, même si c'est très difficile de vivre à Paris à cette époque, parce que il y a très rapidement la guerre civile, parce que Thiers va décider de bombarder Paris dès avril 1871. Je vais y revenir. Gustave Courbet. Alors, autoportrait ici, beaucoup plus jeune, hein, mais Gustave Courbet joue un rôle majeur sous la commune. C'est un artiste truculent, c'est un artiste tellement engagé, tellement heureux en fait de ce qui se passe sur sa correspondance, elle est extraordinaire de ce point de vue. Et il lance justement avec 300 autres artistes cette fédération des artistes, l'idée que l'art doit devenir populaire, que tout un chacun doit essayer de développer ses facultés créatrices, parce que c'est là aussi qu'il y a une émancipation. Je vais vous passer cette dimension parce que ce sera trop long, mais il y a aussi cette idée qu'on vit une grande histoire. Hein, ce qu'on pourrait appeler une conscience historique, une historicité. On vit une grande histoire et elle se rapporte à un passé qu'on vénère, tout en ne voulant pas l'imiter. C'est la Révolution française. Et d'ailleurs, certains vont utiliser le calendrier révolutionnaire avec l'an 1 de la République, 1792, donc vont compter à partir de cette première année de la République. Donc se dire qu'en 1871, si vous faites bien le calcul, on est en l'an 79 et on reparle de prairial, de germinal, etc. Mais en même temps, on ne veut pas imiter la Révolution française. Globalement, la Commune de Paris, on pourrait y revenir si vous voulez dans la discussion, elle a été non violente. Elle a refusé la violence. Et ici, vous avez une lithographie qui représente une scène où on brûle devant la statue de Voltaire, on brûle une guillotine symboliquement parce qu'on refuse l'idée de la terreur, l'idée de la violence politique.
En revanche, on abat des symboles. On abat des symboles, par exemple un symbole de la tyrannie. C'est le symbole de Napoléon, des victoires napoléoniennes, c'est la colonne Vendôme. Alors vous me direz, c'est bizarre parce que la colonne Vendôme finalement est toujours là. Pourtant, elle a bel et bien été abattue sous la commune. Et vous voyez ici des hommes et des femmes de tous âges d'ailleurs qui assistent à cette fête. On a abattu la colonne Vendôme parce qu'elle représentait le tyran. Elle représentait les guerres de conquête qui vont à l'encontre de la fraternité entre les peuples. C'était d'ailleurs une idée de Gustave Courbet, et il voulait faire fondre le bronze de la colonne Vendôme pour le remplacer par un monument en hommage à la fraternité entre les peuples, justement. Mais après la Commune, Courbet, lui, va survivre et il va il va avoir la chance de ne pas être persécuté comme bon nombre de ses anciens camarades. Et en revanche, on va lui demander de payer, rembourser la colonne de Vendôme qu'on va à nouveau ériger. Alors, il y a une chose qui lui est arrivée à Courbet, c'est qu'il est mort en 1877, à la veille de la première traite qu'il devait verser. Donc c'est la dernière pirouette de Courbet, c'est que finalement il est mort juste avant de devoir commencer à rembourser la colonne Vendôme. Je vais vous passer ça serait trop long. Alors, jusqu'à la fin, malgré la guerre, malgré les bombardements, Paris, comme je vous le disais, est bombardé chaque jour. Ce sont des bombardements terribles. Chaque jour, il y a des dizaines de morts dans Paris, aussi bien du fait des bombardements de l'armée de Versailles, mais aussi du fait des combats entre l'armée versaillaise et les fédérés hors de Paris. Mais jusqu'au bout, on organise des concerts et ça sera d'ailleurs le cas le 21 mars. Il y a un grand concert aux Tuileries, 21 mai, et c'est pourtant le jour où l'armée versaillaise rentre dans Paris et va commencer son massacre. Il y a une haine contre Paris qui est atroce. La plupart des écrivains français, qu'en général on vénère, ont haï la Commune de toutes leurs tripes, si j'ose dire. Donc, par exemple, ici Théophile Gautier, les animaux féroces se répandent dans la ville épouvantés avec des hurlements sauvages, des cages ouvertes s'élancent les hyènes de 93 et les gorilles de la Commune. Mais il n'est pas le seul, Théophile Gautier. La comtesse de Ségur, dont on aime en général les récits d'enfance si charmants, nous parle de scélérats abominables. Maxime Ducamp, grand ami de Flaubert, évoque une épilepsie sociale. Il y a vraiment beaucoup cette idée qu'on va transformer la Commune en une maladie, en une pathologie, en un virus, en des microbes qu'il faut combattre. Les Saturnales de la folie, nous dit George Sand. Alors George Sand, c'est très étonnant parce que en 1848, elle soutenait énormément les révoltes ouvrières et elle croyait vraiment beaucoup en la démocratie ouvrière, en la démocratie directe. Serait-ce la vieillesse? Je n'irai pas jusque-là, puisque bien d'autres ont résisté à cette tentation. Et peut-être le pire de tout ça, c'est Émile Zola, parce qu'on ne le connaît pas, nous, en général, sous cet angle. Il fait un reportage dans Paris pendant toute la durée de la Commune, et il parle de misérables fous, d'opiniâtreté dans la folie furieuse, et il va dire qu'il faut saigner Paris. Il faut vraiment saigner Paris. Il faut décapiter cette tête révolutionnaire, parce que ça va purger la ville. D'où les barricades, parce que Paris doit se défendre, doit consacrer beaucoup de temps et d'énergie avec quelqu'un comme Rossel, par exemple, qui va diriger la garde nationale, mais c'est difficile. Là, c'est un document qui m'a beaucoup ému. En fait, dans les archives, j'ai trouvé un moment une boîte de photographies de fédérés morts. Je n'ai pas osé les prendre en photo parce que j'avais l'impression déjà d'être assez comme dans une position de voyeurisme. C'était assez terrible de les voir dans la mort comme ça, mais vraiment dans des situations terribles où la mort les avait surpris. Et j'ai fait une exception avec cette photographie qui n'est pas de bonne qualité parce que je l'ai laissée sous son film plastique pour ne pas la toucher davantage. Simplement, j'ai aimé celle-ci comme un témoignage pour toutes les autres. Parce qu'il a un peu l'air de dormir en fait. Si on ne nous disait pas qu'il était mort, on n'aurait pas forcément deviné. Parmi les archives que j'ai trouvées, il y a cette correspondance terrible d'un commerçant assez aisé à Paris qui écrit à son fils quasiment tous les jours. Il a une haine de la Commune. Et pendant la semaine sanglante, entre le 21 mai et le 28 mai 1871, il va se réjouir des massacres sans nom qui sont perpétrés autour de lui. Et il dit notamment « Cela va rondement ». Je vous ai agrandi ceci. Donc des massacres. On tue partout dans Paris des hommes, des femmes, des enfants. Et je vous passe un deuxième extrait des damnés de la Commune. Et ensuite, j'irai vers ma conclusion, qui me permettra de parler du
du futur de la commune, en quelque sorte. La ville est couverte de tribunaux, d'abattoirs et de charniers. Au Père-Lachaise, on fusille, on enterre. Au but de Chaumont, on fusille, on enterre. Au Palais Royal, on fusille, on enterre. Au Parc Monceau, on fusille, on enterre. Au Jardin du Luxembourg, on fusille, on enterre. Dans la gare de l'Est, on fusille. Dans la gare du Nord, on fusille. Dans la mairie du 11e, on fusille. Dans la prison de la Roquette, on fusille. Dans la cour de l'Opéra, on fusille. Sur l'île de la Cité, on fusille. Dans l'école polytechnique, on fusille. Place du Panthéon, on fusille. Place Vendôme, on fusille. Partout dans Paris, on fusille. Voilà, alors c'est un extrait que je voulais vous montrer, compris dans sa longueur, dans sa litanie en quelque sorte, comme une anaphore, on fusille, pour bien vous indiquer qu'en fait, voilà, c'est un massacre inédit. Alors, on n'aura jamais le chiffre exact et en fait, nous, entre historiens, on se dispute un peu, on se querelle un peu au sujet du nombre de morts, mais en tout cas, probablement au moins 10 000 victimes, peut-être 15 000. Certains sont allés jusqu'à 20 000. À l'époque de la commune, on a pu parler de 30 000 morts. C'est ce que disait par exemple Louise Michel et d'autres. Et puis il y aura d'autres morts ensuite parce qu'on va beaucoup condamner. On va beaucoup condamner à mort. Voilà, là par exemple, c'est Léontine Suétin. C'est une femme que j'avais suivie dans les archives et tout à coup, eh bien, je tombe sur le verdict du tribunal de guerre qui la condamne à mort. Voilà, ça c'est par exemple tout un dossier aux archives qui indique justement un procès contre un petit groupe d'hommes de la commune, conseil de guerre, mais qui va de toute façon, j'ai lu tout le dossier, mais j'avais compris de toute façon que c'était plié d'avance, qu'ils allaient tous mourir, être exécutés et fusillés. Et ça, c'est rue des Cascades, dans le quartier de Ménilmontant, où la commune était très vive. Quelqu'un a gravé à l'époque même « Vive la commune ». Alors, je voulais conclure assez largement sur cette question un peu pour boucler la boucle, cette question des vies successives de la commune. Le Front populaire a contribué à dire « la commune n'est pas morte ». Est allé beaucoup se rassembler, mais comme chaque année, mais sous le Front populaire c'était énorme, au mur des fédérés. 600 000 personnes, dit-on, au mur des fédérés, donc c'est dans le cimetière du Père-Lachaise, là où avaient été fusillés un certain nombre d'hommes et de femmes de la commune. En 1968, on a beaucoup évoqué la Commune de Paris, on a même republié le Cri du peuple de Vallès, on a fait du théâtre de rue sur la Commune, on a écrit Vive la Commune, c'est une photo de 68, on a essayé de projeter des films aussi sur la Commune et les barricades de 68 étaient en quelque sorte une manière de faire ressurgir l'événement. Et puis 3 ans plus tard, il y a eu le centenaire de la commune qui a été célébré par d'immenses manifestations de tous ordres, aussi bien la liberté, la Marianne, que les photographies de Marx et de Lénine. Il y a des délégations qui sont venues du monde entier pour manifester. Et de fait, la commune de Paris est connue, est très très bien connue, par exemple, à cette époque, en Union soviétique, évidemment en Chine également, on s'y réfère énormément. Mais beaucoup plus près de nous, là, à la ZAD, à la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, on a beaucoup parlé de la commune aussi. Par exemple, vous voyez plusieurs journées qui ont été organisées sur la commune, et pas seulement cette commune-là, mais aussi sur les communes d'Amérique latine, sur les communes pendant la guerre d'Espagne et la Révolution espagnole. Et ça, c'était une surprise extraordinaire pour moi. Un jour où j'étais à Athènes, j'étais dans une toute petite rue d'Athènes, Archiafas, et tout à coup, c'est le soir, les commerçants ferment leurs rideaux. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois ce dessin de Tardi qui a été reproduit. Tardi, donc voilà, un dessinateur important qui a beaucoup travaillé sur la commune. Et voilà, la commune de Paris, dans une toute petite rue d'Athènes, pour ceux qui connaissent, dans le quartier d'Exarchia. Alors, finalement, la commune a laissé des traces ici ou là. Alors, par exemple, on pourrait parler du Chiapas.
Le Chiapas, c'est au Mexique. Hein, voilà, c'est ici, hein, le Chiapas. Chiapas. Alors, bon, ils connaissent pas bien la commune, hein, les zapatistes, mais il y a des délégations de zapatistes qui sont venues en France là récemment et ils ont pu découvrir aussi qu'il y a une proximité avec cette idée d'une auto-organisation populaire. Quand vous allez dans un village zapatiste, vous pouvez lire ceci. Ici, vous rentrez dans le territoire rebelle zapatiste. Ici, le peuple commande et le gouvernement obéit. Voilà. Avec l'idée que c'est une démocratie directe, l'escargot, parce qu'on prend le temps. Voilà. On refuse le temps précipité. On veut que tout le monde participe aux assemblées et à l'auto-activité politique, aux décisions collectives. C'est aussi la même chose qu'au Rojava, dans le Kurdistan syrien. Ici, vous voyez des combattantes du Rojava, notamment des volontaires internationales qui sont toutes mortes d'ailleurs. Les jeunes femmes de ces photos que j'ai choisies à dessein pour leur rendre hommage. Confédéralisme démocratique, dont je parlais tout à l'heure, un peu à l'instar de la Commune de Paris. On a eu des situations assez curieuses, par exemple pendant le mouvement des Gilets jaunes. Ici, un Vive la Commune, juste à côté des gendarmes mobiles près des Champs-Élysées. Ça, c'est une photographie que j'ai prise à Paris pendant une manifestation contre la réforme des retraites avant le confinement. Ni Macron ni personne vive la commune. Bon, chacun jugera. Quel rapport ici entre Jean-Michel Blanquer, que vous reconnaissez, et Louise Michel? Je ne sais pas si vous le voyez, le rapport. Non? Une idée? Moins de Jean-Michel, plus de Louise Michel, on dit à certains manifestants. Il y a eu aussi moins de Blanquer, plus de Blanqui, en référence au révolutionnaire dont je vous parlais tout à l'heure. Élisée Reclus, avec un petit jeu de mots. Élisée Reclus, le voici. Élisée Reclus, qui a participé aussi à la Commune, c'était un géographe anarchiste, un libertaire, donc qui n'aurait pas du tout voulu être élu parce que lui, il était contre la démocratie dite représentative. Donc c'est assez drôle de le trouver de cette façon. Je vous disais, hein, dans bien d'autres villes, et on pourra en parler avec Rémi, y compris sur Toulouse, il y a eu des tentatives de communes, mais qui ont été très vite écrasées, notamment dans le sang. Mais à Limoges, voilà, il y a eu un moment la volonté, comme dans beaucoup d'autres villes, c'est le cas à Bordeaux par exemple, on veut renommer des rues, des avenues, par exemple des avenues Thiers, l'avenue Thiers à Bordeaux. Une association essaie de s'activer pour qu'elle soit rebaptisée. Ça, c'est un groupe de black metal. Alors, je peux vous dire que ça envoie. Hein. C'est pas le temps des cerises, mais ils se sont appelés la Commune parce que c'est des jeunes. Ils ont 25 ans, mais ils ont découvert la Commune comme ça et ils se sont passionnés pour la Commune. Voilà. Donc, je voulais terminer sur ces dernières photographies. Vivre la commune, l'idée que voilà, finalement peut-être que cette expérience peut se prolonger autrement. Et une toute dernière photographie prise, alors là tout récemment pendant la mobilisation, donc en cours contre la réforme des retraites. 1871, 1936, 1968, Gilets jaunes 2023. Est-ce que j'ai mis non pardon. C'est une photo de Serge D'Ignazio qui a été prise il y a quelques jours dans une manifestation. Voilà, pour dire que finalement, peut-être que pour certains et certaines, la commune n'est pas morte. Voilà, merci beaucoup. Et on va pouvoir débattre maintenant, parce que j'ai été un peu longue, évidemment. Merci beaucoup. Alors, pour poser des questions, là, alors, en tout cas, tous ceux devant, là, vous avez le microphone devant vous, là. Qui est-ce qui veut? Sinon, il faut que j'ai... Oui, derrière, on va amener le micro derrière, oui. Ça vous a exténué. C'est souvent la première intervention qui est difficile. On peut passer directement à la deuxième. Bon, vous apprécierez mon humour. Oui. Rémi. Oui, alors d'abord, je voudrais remercier ma collègue Ludivine de ce merveilleux exposé. Il y avait beaucoup de documents et de chaleur aussi humaine, ce qui ne gâte rien pour un exposé d'historien. Et je te remercie d'avoir mentionné qu'à Toulouse, nous avons eu une commune révolutionnaire. Il y a des affiches avec commune révolutionnaire de Toulouse. Elle n'a duré que 3 jours. Et il n'y a pas eu de mort parce que ça s'est terminé par une négociation qui fait que les choses sont rentrées dans l'ordre sans qu'il y ait de mort. J'ai fait un opuscule que vous pouvez trouver, elle l'a dit, mais où j'analyse un petit peu les circonstances qui sont assez complexes, puisque l'inspirateur de la commune, c'était le préfet
nommé par Gambetta, qui s'appelait Armand du Portal. Il n'y a pas d'avenue Thiers à Toulouse. C'est peut-être explicable aussi. Mais il y a un boulevard du Portal, quand même. Et du Portal a été révoqué par Thiers. Et ça n'a pas été digéré par les militants républicains de Toulouse. Et c'est pourquoi ils se sont révoltés. Et même les gardes nationales, parce qu'il y avait des gardes nationales à Toulouse, se sont révoltés le 24 mars, quelques jours après le déclenchement de la Commune de Paris. Mais ils se sont révoltés au cri de « Vive Paris !» C'est ça qu'il faut noter quand même. Ils ont voulu se rattacher au mouvement d'ensemble. Hein. Et la répression s'est faite quelques jours après. Il y a eu des échauffourées, il y a eu des mouvements de foule, etc. Mais, bon, d'une part, du Portal n'a pas voulu lui-même prendre la tête de la commune. Il est resté un peu en retrait. Et d'autre part, en 3 jours, on a les républicains, qui étaient surtout d'ailleurs des officiers de la garde nationale, élus. Tu as bien insisté sur le fait qu'il y a toujours l'idée de l'élection et du fondement démocratique des responsabilités, et n'ont pas eu le temps de prendre des mesures importantes. Et simplement, ils ont réclamé que le divorce entre le gouvernement de Thiers et la Commune de Paris soit contesté et qu'on fonde véritablement la République. Alors moi, je crois que ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment Édouard Vaillant, qui a été à la fois un responsable de la commune, il faisait partie du conseil de la commune, et puis ensuite, il a été un des fondateurs des premiers partis socialistes, qui s'appelait le Parti socialiste révolutionnaire, d'inspiration blanquiste, et puis il a été, avec Jules Guesde d'abord, et puis avec Jean Jaurès, un des fondateurs du Parti socialiste français, de la SFIO. Et il jugeait, Édouard Vaillant, que la commune avait eu pour résultat de fonder la République, c'est-à-dire d'empêcher les forces conservatrices qui étaient majoritaires, tu l'as mentionné, puisque l'élection de janvier 1871 avait envoyé à l'Assemblée nationale constituante une majorité de monarchistes. Mais ils n'ont pas osé. D'abord, ils étaient divisés entre eux, et puis ils ont pensé, Thiers, le premier, qu'il valait mieux construire une république le plus conservatrice possible, mais qui était quand même une république, c'est-à-dire avec des élections, avec un système représentatif. Et donc, à ce titre-là, la commune a réussi, on peut dire, puisqu'elle a été un des éléments fondateurs de la République. C'est ce qui me paraît très important. Et un autre élément, c'est que dans la gauche française, une gauche qui a été massacrée, qui a été réprimée, puisque les jugements ceux qui avaient survécu aux fusillades que tu as soulignées, ont été souvent déportés. Louise Michel en tête en Nouvelle-Calédonie, mais bien d'autres, Rochefort et Amouroux, que tu as montré à un moment donné, ont été déportés. Il a fallu 10 ans pour obtenir une certaine amnistie et que les communards puissent avoir un rôle politique. Mais je pense que ça a fondé au sein de la gauche française une grande radicalité. Et on s'interroge souvent pour savoir pourquoi il n'y a pas eu de social-démocratie, pour en parler en France, c'est-à-dire un système, je dirais, de compromis, un peu entre le capitalisme et le communisme ou le socialisme. Et je pense que c'est à la commune qu'on le doit. Alors c'est peut-être aussi une difficulté, mais en tout cas, c'est un héritage, il me semble, de la commune qui a été incarné non seulement par Vaillant, dont j'ai parlé, mais aussi par Allemann, qui était un Toulousain, et qui figurait dans les dirigeants des socialistes avant 1914, et par bien d'autres. Et puis, il y a toujours, dans les grandes périodes de revendication, d'avancée démocratique, la référence à la commune. Elle existe en 1936, elle existe en 1968, et elle existe aujourd'hui, je crois, encore, même s'il y a parfois des oublis ou des erreurs. Mais c'est quelque chose qui est un lien qui est plus que politique, qui est un lien affectif, qui est un lien de passion et d'émotion que tu as, je crois, bien restitué. Bravo. Excusez-moi, j'ai trop parlé.
Très intéressant de faire le lien avec ce qui s'est passé à Toulouse et la suite. Oh, ça ne vous a pas beaucoup inspiré. Hein. Ah, alors ça fait... La question, alors, oui, merci beaucoup. Hein. J'ai juste une petite question qui est sur la suite de la commune, notamment à Paris, puisqu'on sait qu'après, évidemment, la répression a fait rage, notamment, vous en avez parlé sur les procès et les condamnations qui ont suivi, les déportations, etc. Mais est-ce qu'il y a des sources sur la vie quotidienne des gens qui ne se sont pas fait massacrer, qui n'ont pas été déportés, comment est-ce qu'ils ont vécu la fin, en fait, les quelques mois qui ont suivi ou quelques années? Oui, alors merci beaucoup. C'est une question importante. Alors certains se sont exilés. Hein. Certains se sont exilés, notamment en Suisse. Pardon, je vais redescendre pour que on n'ait pas à se tourner. Se sont exilés en Suisse, en Belgique, et donc on peut les voir s'organiser, rejoindre notamment des associations qui à la fois commémorent la commune, mais c'est pas leur but principal. Hein. Le but principal, en lien avec ce que vient de dire Rémi Pech, c'est se reconstituer à la fois dans l'internationalisme. Ça a été très très important. Et d'ailleurs, je voulais souligner, ça a été très important dans la suite pour ceux qui ont survécu, c'est d'allier, comme sous la Commune, une espèce de patriotisme révolutionnaire, c'est-à-dire on n'accepte pas l'humiliation, tout comme on n'accepte pas non plus des souvenirs napoléoniens, et puis l'internationalisme. Donc ça a été vraiment très très important. Donc beaucoup se sont reconstitués dans ce qui deviendra ensuite la deuxième internationale. Et alors il y a aussi une clandestinité du coup, hein, comme je vous le disais, par l'exil ou par une vie clandestine en France. Et de ce point de vue, il faut citer Victor Hugo. Alors Victor Hugo n'a pas participé directement à la Commune, mais il fait quand même partie de ces très très rares écrivains, puisque vous avez pu voir que ses contemporains avaient vraiment ce qu'on pourrait nommer une haine de classe à l'égard des gens de la Commune. Et c'était pas le cas de Victor Hugo. Et donc il y a ce très très long poème, ce recueil de poèmes qui s'appelle L'année terrible, entre 1870 et 1871. Il y a notamment ces vers dans L'année terrible de Hugo qui disent à propos du massacre de la Commune, et après je vais faire le lien avec la question, qui donc a décrété ce sombre égorgement. Si quelque prêtre dit que Dieu le veut, il ment. Victor Hugo ne peut pas supporter qu'un peuple comme ça, qui lutte pour sa liberté, pour sa dignité, pour son émancipation, soit écrasé sous les bottes d'une armée à la solde d'un pouvoir qu'il n'approuve pas. Et du coup, il va lui-même déjà se brouiller très vivement avec ses anciens amis, et notamment avec George Sand. Et il va s'exiler à Bruxelles. Alors, il avait connu, comme vous le savez sans doute, déjà beaucoup l'exil. Il s'exile à Bruxelles, et à Bruxelles, il va ouvrir son logis à des exilés de la Commune. Il va les accueillir le plus régulièrement possible, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ait soutenu la Commune corps et âme, c'est pas Gustave Courbet par exemple, mais voilà, il a compris le soulèvement populaire, et depuis 1831-32, d'ailleurs, ce qui a donné les Misérables, bien plus tard, mais c'était vraiment cette fibre chez Hugo. Bon. Donc ceci pour dire qu'il y a eu beaucoup de vies clandestines, l'exil, alors la déportation, on l'a dit, jusqu'à l'amnistie, et en ce qui concerne l'amnistie, beaucoup ont dit « nous ne voulons pas de l'amnésie ». Voilà. Parce que, en fait, la condition en gros de l'amnistie, à partir du moment où les républicains, la Jules Ferry, arrivent au pouvoir en 1879-80, en fait, le don contre don, c'était, on vous amnistie, on fait revenir les gens qui sont en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie, mais en échange, on arrête de parler de la Commune. Il faut vraiment l'écraser une deuxième fois sous les cendres de l'oubli. Et c'est la raison pour laquelle, ce que j'ai dit au début, c'est, non, la Commune n'est pas morte, donc on la célèbre, on la dessine, on la commémore, on la chante, et on se dit que c'est un spectre dont il faut être digne. Donc les morts sont des vivants mêlés à nos combats, ou Jean-Baptiste Clément, il faut que les morts nous apprennent à vivre. Ça a été vraiment ça a été une colonne vertébrale pour eux, de reconstruire en effet un socialisme révolutionnaire,
parce que beaucoup croyaient voilà, dans cet espoir révolutionnaire. Alors, Louise Michel a écrit des romans assez fabuleux. Hein. On la connaît moins comme romancière, hein, c'était aussi une poétesse, etc. Mais elle a écrit des romans incroyables quant à leur style, mais vraiment pour parler de cette utopie concrète qui pourrait advenir, selon elle, dans le sillage de la Commune. Allez-y, je vous en prie. Alors, oui, ça marche. Vous, en tant qu'historienne qui fouillez dans les profondeurs du passé pour bien comprendre ce qui s'est passé avant, est-ce qu'aujourd'hui, on sent que dans la société occidentale en général, globalement, ça tourne pas rond? La société occidentale ne va pas bien. Est-ce que vous pensez que nous ne sommes peut-être pas à la veille d'une explosion, peut-être pas comme la Commune, mais de quelque chose de puissant qui pourrait survenir dans les années qui viennent, comparativement à ce que vous venez de nous dire sur la Commune? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une toute petite question, n'est-ce pas, que vous me posez, qui s'adresse moins à l'historienne que voilà, à celles qui, comme beaucoup ici, se sentent citoyennes et engagées. Bon. Et plus encore, sans doute. Et c'est vrai que, comme l'a rappelé Jean-Louis dans sa présentation, j'essaye de plus en plus de combiner des travaux d'histoire et des essais plutôt d'analyse de la situation politique et aussi de projets. Alors voilà, parce que je pense en effet que on vit dans une situation qui est très grave évidemment sur le plan du désastre, à la fois humain et écologique. Je ne vais pas vous faire un dessin, bon, maintenant je crois qu'on en a bien conscience. Je fais partie de ceux qui sont révoltés par l'exploitation, en fait, l'exploitation d'un système qui ne cherche que le profit. Et c'est même pas, enfin, je veux dire, c'est même pas subjectif, quoi. Il y a quelque chose de très objectif à le dire. Voilà, c'est le capital, la reproduction du capital, c'est le profit. Alors après, on peut considérer que c'est bien, hein, ça crée du progrès, etc. Moi, je pense qu'on peut vivre autrement. Et surtout aujourd'hui où voilà, il y a désormais un pillage tellement généralisé des ressources que ça nous mène tout droit à un biocide, une destruction du vivant dans son ensemble. Bon. Je suis à la fois optimiste et très inquiète. Alors, je vais commencer par l'inquiétude. Avec Jean-Louis en a parlé dans la présentation, avec un ami sociologue, on a écrit un livre qui s'appelle « Face à la menace fasciste ». Je vous avoue qu'il y a encore quelques années, j'aurais jamais imaginé une seule seconde publier un livre qui porterait ce titre. Mais je suis de plus en plus inquiète de cette possibilité, à mon avis, tangible. Et notamment en lien avec ce que je viens de dire sur voilà, le désastre dans lequel on vit, avec ce sentiment que c'est une catastrophe, que le désastre climatique, environnemental va créer encore davantage de migration de population à travers le monde, et que cela va accentuer chez les racistes, voire les racialistes, leur pulsion xénophobe, et la logique du bouc émissaire mortifère. Et donc l'idée d'une fascisation possible, qui peut aller très très vite, je crois que c'est une hypothèse assez réaliste, de régimes de plus en plus autoritaires. Et donc il y avait un groupe militant dans les années 50 et 60 qui s'appelait Socialisme ou Barbarie. Bon, ouais, je me reconnais un peu dans cette formule. Et donc le socialisme, alors voilà, hein, il y a plein de façons de le concevoir. Moi, j'aime bien la conception du 19e siècle du socialisme, que j'ai essayé de rappeler rapidement. L'émancipation, la liberté, l'autodétermination. J'aime bien ce préfixe de auto. Auto-activité, auto-gestion, autodétermination. Voilà, auto-organisation. Je crois qu'on en a beaucoup d'exemples et d'expériences, en fait. Les gens qui se disent, en fait, il faut se réapproprier nos existences, ça suffit. En fait, on ne peut pas continuer comme ça. Y compris, on parlait de coopératives, de mutuelles, de solidarité populaire, etc. On en retrouve beaucoup aujourd'hui, et beaucoup plus qu'on l'imagine. Alors évidemment, quand on les cherche, on les trouve. Mais moi, ça m'intéresse tellement que j'ai l'impression d'en voir partout. Des gens, des jeunes, y compris, qui font des coopératives, etc. Bon, il y a tout un courant depuis quelques années qu'on appelle le communalisme, vraiment l'idée de se réapproprier une forme de démocratie directe, etc. Et on a vu, alors après il y a des soulèvements, y compris des soulèvements révolutionnaires, alors que parfois on a euphémisé les printemps arabes. Bah non, ça a été des révolutions, hein. Des mouvements révolutionnaires, il y en a eu ces derniers temps, hein, dans différents endroits du monde.
des expériences émancipatrices, certaines sont en cours aujourd'hui. Et je ne comprends pas qu'on n'en parle pas davantage dans les médias. Ce qui se passe au Rojava, dans le Kurdistan syrien, c'est incroyable. Dans la plus parfaite hostilité monstrueuse, Daesh, le gouvernement de Bachar el-Assad, les mercenaires turcs. Bon, et en même temps, il y a un confédéralisme démocratique qui, dans ses piliers, ressemble assez à ce qui s'est passé sous la Commune. Le Chiapas, il ne faut pas fétichiser les expériences. Je vous ai parlé des zapatistes du Chiapas, je ne fétichise pas. Je ne me dis pas, tiens, on va faire la même chose que les zapatistes. Mais en tout cas, leur vision du monde, leur vision de la démocratie vraie, leur vision de l'art, de la culture, de la transmission, du respect du vivant, on devrait quand même au moins les écouter, au moins les regarder un petit peu. Et donc on a vu aussi des soulèvements populaires, les Gilets jaunes, avec toute cette hétérogénéité à laquelle j'ai fait allusion. Mais en tout cas, les gens qui tout à coup se disent « mais non, mais ça suffit en fait ». En fait, on ne va pas continuer comme ça et qui s'organisent. Et dans une partie du mouvement des Gilets jaunes, par exemple, il y a eu les assemblées des assemblées. On élit des délégués mandatés, comme sous la Commune. Je ne vous l'ai pas dit parce que j'étais déjà trop longue, mais sous la Commune, c'était l'idée que les délégués élus de la Commune, au conseil de la Commune, qui étaient pour beaucoup des gens du peuple, en fait, ils étaient mandatés et révocables. C'est pas, on vous élit pour 5 ans, puis d'ailleurs, on vous élit pour pas élire celui d'en face, ou celle d'en face, et après, faites ce que vous voulez, même des réformes, des contre-réformes, auxquelles s'oppose 80% de la population. Bon. Les Gilets jaunes ont essayé de dire autre chose. Ils ont fait des assemblées. Il y a même eu une commune des communes à Commercy dans la Meuse. Voilà, une commune des communes. Avec plein d'expériences, justement, de type auto-géré, en fait, et communaliste. Bon. Donc oui, je pense que ça va se démultiplier. Je crois que des explosions sociales, des bouleversements sociaux énormes, des déflagrations vont se produire. Je ne sais pas dans quel cadre ça se passera, évidemment, je ne suis pas prophète, moi, mais je pense plutôt au passé. Mais c'est vrai que le passé nous est utile aussi pour comprendre les linéaments de ce qui peut se dessiner au présent et dans le futur. Mais je ne sais pas si ça se passera dans un cadre national, j'y crois de moins en moins. Parce que quand on voit notre pays, il est tellement polarisé, il est tellement divisé, il est tellement conflictuel, tellement de haine. Encore tout à l'heure, à propos du meurtre de cette enseignante à Saint-Jean-de-Luz, j'ai lu des commentaires, mais de gens qui arrivent à parler de l'immigration face à une telle tragédie. Quel rapport? Et donc ils ressortent leur obsession xénophobe. C'est horrible. Donc peut-être que les expériences, elles seront plutôt à l'instar de celles de la Commune, c'est-à-dire, nous, on se sépare en fait. On se sépare, on s'organise sur notre territoire autrement, avec des lieux où on fait pareil et puis on se fédère. Parce que je ne vois pas trop comment, à l'échelle nationale, il pourrait y avoir un bouleversement de type révolution, prise de pouvoir, etc. Et pour terminer sur cette réponse forcément succincte et du coup forcément caricaturale, mais voilà, je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins et ça va s'accélérer d'une manière qu'on n'imagine pas encore. Socialisme ou barbarie, peut-être, encore une fois, mais avec la tentation fasciste, en tout cas d'une extrême droite au pouvoir, on y est presque. Après, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui votent extrême droite. Moi, je ne sais pas qui vous êtes. Moi, je ne sais pas. Mais ça sera horrible. Ou alors, des mouvements sociaux émancipateurs. Mais tout ça, ça va s'affronter sacrément. Et en plus, on n'a plus beaucoup de temps, en fait, c'est ça. Par rapport à eux qui se disaient, même si on meurt là, en fait, certains, par exemple, Varlin, au moment de mourir, il savait qu'il allait mourir. Hein. Varlin, il est mort dans des conditions atroces, à Montmartre, justement. Et en gros, juste avant de mourir, il s'est dit que, en fait, ça allait être utile, quoi. Ce qu'ils avaient fait là, c'était immense quand même si ça avait peu duré. Et voilà, c'est pour le futur. Mais nous, on est piégés par le temps qui nous manque désormais. C'est ça aussi qui peut nous rendre un peu pessimistes au milieu d'espoir. C'est qu'il y a un tel désastre, là, ce qu'on nous annonce, rien que les pénuries d'eau, là. Je crois qu'on ne mesure pas encore ce que ça va faire de manquer d'eau, y compris ici. Il y a eu un premier vol d'eau, d'ailleurs, l'été dernier, je ne sais pas si vous avez vu ça, des gens qui ont volé de l'eau à des pompiers, d'ailleurs. Bon, pour une piste de course de karting, je pense. Bon, c'est que le début. Hein.
Donc on n'a plus beaucoup de temps, quoi. Et Alors, Rimbaud disait que vienne un temps dont on s'éprenne. Voilà. Que vienne un temps dont on s'éprenne. Moi j'aime bien cette formule. Voilà. Alors, les gilets jaunes, je m'excuse, ça n'a débouché sur rien. Pourtant, c'était sérieux quand même comme soubresaut. C'était une première crise, mais c'est quoi le résultat final? Au final, c'est business as usual. Je veux dire, on continue comme si de rien n'était. Les gens continuent à dépenser. Il y a des SUV qui se vendent comme des petits croissants. Les gens prennent bien conscience que c'est problématique, mais il semble qu'il y a une prise de conscience. Mais quand je vois le nombre de SUV qui se vendent aujourd'hui, c'est absolument démentiel. On sait très bien que c'est catastrophique, mais ça fait la fortune de Stellantis aujourd'hui. Ça débouche sur rien. Moi, je suis pessimiste de ce côté-là. Il n'y a rien qui sort. Enfin, c'est la façon dont je le vois, quoi. Vous pourriez dire ça de tous les mouvements, c'est-à-dire, par exemple, la commune, vous pourriez dire, finalement, ça n'a débouché sur rien. Mais en fait, c'est une accumulation d'expériences. Les gens, ils ont fait une expérience, ils ont touché du doigt ce que pouvait être à leurs yeux une véritable démocratie. Ils ont touché du doigt aussi l'hospitalité. Moi, j'ai été frappée en allant sur les ronds-points, par exemple, dans les cabanes des Gilets jaunes. L'hospitalité, la générosité, le fait de l'entraide. L'entraide, ça c'était aussi un mot-clé que je n'ai pas prononcé à propos de la commune, mais... Donc tout ça, ce sont des expériences, quoi, de possibles, de désirables, et ça s'accumule. Et alors, il n'y a pas forcément toujours un débouché. Nuit debout, par exemple, il n'y a pas eu non plus de débouché. Mais ce qu'ont fait les gens à cette époque-là, en imaginant vraiment, en réécrivant des constitutions, voilà, ça donne une confiance aussi. Ça, voilà. Après, on pourrait dire ça de tout, hein, la Révolution française, tout. Et pourtant, il y a beaucoup de conquêtes petit à petit, de l'idée de se réapproprier l'histoire finalement. Alors, oui, si vous permettez, juste, je voudrais dire deux choses. D'abord, aux gens à distance, d'abord, on leur demande d'activer leur caméra, pour ceux qui ne l'ont pas fait, et donc on remercie ceux qui l'ont fait, c'est plus sympa pour la salle ici. Et deuxièmement, qui n'oublient pas qu'ils peuvent poser des questions. Alors, levant la main, je ne connais pas trop cet outil-là, mais a priori, il faut lever la main. Et puis, donc, on va poser la question dans la salle d'abord. Donc, il y a un jeune, on va lui laisser... Bonsoir. Effectivement, je suis jeune, j'ai 19 ans. Moi, je voulais répondre, alors déjà, réagir sur les évocations de la commune. Je ne sais pas si vous avez vu, à Rennes 2, il y a eu des tags, justement, des références à la commune. Je suis étudiant au Mirail, il y en a aussi. Et pourtant, donc, je suis étudiant au Mirail depuis septembre, donc c'est assez récent. Et le Mirail, avec son histoire quand même dans les mouvements sociaux, en fait, ça ne se transcrit pas dans ce que je vois aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens qui luttent et qui sont vraiment régulièrement là dans cette bataille contre les retraites, en fait, c'est toujours les mêmes et c'est une très petite proportion des étudiants. Bon, il y a AG demain, on va voir, peut-être que ça va changer. Mais donc du coup je suis assez surpris de ça et j'ai aussi fait partie de Youth for Climate, la jeunesse pour le climat, pendant assez longtemps, et il y avait aussi justement des réflexions sur l'autogestion, les façons de débattre, de débattre, de discuter, de créer des documents, des réflexions et d'aboutir à des résultats en discutant ensemble de façon égalitaire, en faisant en sorte que tout le monde ait la parole, tout ça. Mais en fait, je pense qu'il y a un problème de lien, parce que dans la jeunesse pour le climat, on retrouvait beaucoup des gens qui venaient de milieux privilégiés ou avec un capital culturel assez élevé. Et en fait, c'est aussi une minorité. Enfin, on est vraiment très peu nombreux à avoir été investis longtemps. Et donc, oui, il y a une urgence, clairement. Là, le GIEC a dit 2 ans pour renverser la tendance. Ça va être compliqué, hein. Et je ne sais pas du tout si ça va être possible ou pas. Et de toute façon, on ne peut pas le prédire. Mais je pense qu'il y a vraiment un problème de lien dans la société, de communication entre les gens. Et les médias jouent un rôle là-dessus, évidemment. Et les médias, et même la parole publique en général. J'ai envie de dire ce qu'on voit en ce moment avec l'Assemblée nationale, des députés qui ne sont pas sérieux, qui font de la désinformation pure et simple. Il y a un petit peu ce sens de mépris, de moquerie, mais qui, j'ai l'impression... Ouais, je vais terminer la dernière idée. Mais pourtant... En fait, j'ai l'impression qu'on a un peu tous perdu le sens de qu'est-ce que c'est qu'on veut et qu'est-ce que c'est qu'on vaut après des années à s'être fait marcher dessus et mépriser. Et donc, il y a quelque chose aussi, on devrait tous être tellement en colère, ils ont détruit tous les services publics et on n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Bref, j'ai terminé. D'accord, donc il n'y a peut-être pas vraiment de questions. Là-bas, Georges, vas-y, active ton micro. Il faut que tu appuies sur le bouton, là. Ouais. Voilà.
Bon, il y a des jeunes et des plus vieux qui prennent la parole. Merci, Ludivine Bantini. J'ai appris beaucoup de choses ce soir. Je ne savais pas que la commune avait pris une place aussi importante dans notre imaginaire déjà. Et je voudrais vous poser une question qui me taraude depuis pas mal de temps. Effectivement, il y a des soulèvements, des révolutions, des revendications très fortes, etc., etc. Ça se traduit par des grands soirs, mais par des lendemains de petits matins. Comment se fait-il qu'avec tous ces sacrifices, toutes ces avancées par exemple, je prends celle de la Commune, de la Révolution 1789, 48, etc., ou les révolutions arabes, et j'en passe, le pouvoir a été pris par les révolutionnaires, par les contestataires, qui ont édicté des choses extrêmement intéressantes pour les peuples, pour la liberté, l'égalité. Mais dès le lendemain, eh bien, nous avons vécu les petits matins, et ça dure extrêmement peu de temps. Les avancées sociales, les révolutions sont, pour les peuples, de très très courte durée. Après, il y a une reprise en main, et ces reprises en main durent extrêmement longtemps, deviennent de plus en plus dures. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça, nous expliquer ça peut-être? Merci. Là encore, merci à vous. Une toute petite question, de rien du tout. C'est immense. Non, je ne peux pas vous l'expliquer comme ça. Et d'ailleurs, vous avez tout autant la réponse que moi, et vous êtes tout autant légitime à donner cette réponse. Mais ça rejoint l'intervention précédente que j'approuve pleinement, y compris dans ses constats sur le fait qu'on devrait être débordant de colère et même de rage, et que ça ne se traduit pas forcément à la hauteur de ce qui devrait se passer. En fait, le pouvoir, on l'a vu sous la Commune, le pouvoir, il est tout puissant, par définition, et il a tout pour lui. Il a tout pour lui. Il a le capital, donc il a l'argent, les médias, oui. Les médias, mais c'est tellement énorme. C'est pour ça qu'il y a Nadar qui dit non, mais il faut vraiment convaincre les gens, là, un peu partout, en dehors de Paris, que non, ce qu'on raconte sur nous, c'est faux. Le traitement médiatique des Gilets jaunes, ça m'a vraiment fait penser à ça. S'il y avait du côté des éditorialistes, pas forcément de ceux qui allaient sur le terrain pour discuter avec les Gilets jaunes, mais du côté des éditorialistes, souvent, c'était quand même tellement méprisant, tellement dénigrant. Alors que moi, j'ai vu une intelligence collective là. Bon, donc il y a en fait le pouvoir est tout puissant. Il arrive toujours à briser des espérances révolutionnaires. Quoi qu'on pense de la révolution russe, des révolutions de 17, il faut quand même se rappeler qu'à un moment, il y avait à peu près toutes les armées d'Europe, mais aussi des États-Unis et du Japon, en Russie pour abattre cette révolution. Et vous imaginez déjà un pays très arriéré, pas du tout au sens péjoratif du terme, mais objectivement arriéré sur le plan économique, dans un état exsangue après la guerre, la catastrophe qu'a été ce conflit, cette déflagration monstrueuse, tellement destructrice de vies humaines et ensuite de ressources. Et tout à coup, il y a une révolution avec des soviets, des conseils, c'est une démocratie directe, un peu partout des conseils. Et puis tout à coup, vous avez presque toutes les armées des grandes puissances qui viennent vous envahir pour vous renverser. Waouh, c'était pas simple à gérer en fait comme situation. Moi, je suis la première à souffrir, la première, pas la première, mais en tout cas, je souffre profondément de ce qu'est devenu cette révolution, de l'écrasement de la démocratie. Je pense soviétique au sens fort du terme. Soviet, c'est beau, moi je trouve les soviets. L'idée de soviet, l'idée de conseil, ça revient à l'auto-activité sociale et politique, à l'autogestion dans les unités de production, etc. Mais il faut voir ce qui a été déchaîné contre eux. Donc c'est ça. C'est pour ça que mon dernier livre, là, il s'appelle « L'ensauvagement du capital ». L'ensauvagement, je reprends ce terme à Aimé Césaire, qui parlait de l'ensauvagement de l'Europe à propos de la colonisation.
Je pense que voilà, il y a une violence, mais une force aussi, une puissance écrasante. Enfin, voilà. Donc, par ailleurs, il y a cette dimension de violence, et puis il y a quelque chose de plus doux, mais de plus pervers aussi, qui est le divertissement. Enfin, venez pas ici pour discuter de la commune, regardez plutôt, je sais pas quoi, la télé-réalité. Et je le dis sans aucune condescendance, hein, mais ne nous voyons pas en fait, ne nous rassemblons pas. Je ne sais pas ce qu'il en est à Toulouse, mais moi, je vis à Paris. Il n'y a quasiment aucun lieu à Paris où on puisse se réunir, où on puisse tenir des assemblées. Il y a la Bourse du Travail, mais c'est quand même essentiellement encore les syndicats qui s'occupent de la Bourse du Travail. Où parler, où se réunir d'un point de vue démocratique? Quels sont les lieux du politique au sens fort du terme? La politique, c'est le bien commun, c'est le commun. On n'a pas les lieux, parce que c'est circuler, il n'y a rien à voir, quoi. C'est laisser faire les gens de pouvoir. Et donc on a désappris la démocratie, je dis désappris aussi, y compris par rapport à plein d'expériences, à la fois antiques bien sûr, mais beaucoup d'expériences médiévales, de l'époque moderne, etc., où les gens s'organisaient là où ils étaient, formaient des assemblées d'habitants. Enfin, c'était pas, enfin voilà, souvent on les a oubliées ces expériences-là. C'est aussi ce qu'ont voulu faire les gens de la commune comme ça. Et je pense qu'on ne pourra renverser la tendance que si on arrête de penser que nous sommes illégitimes en fait à parler politique et y compris à gouverner en fait. C'est ça qu'ils se sont dit, qui était incroyable. C'est que des gens qui étaient lingères, typographes, menuisiers, artisans, maçons, tout ce que vous voulez, ils se sont dit en fait, on est légitime, nous formons une intelligence collective. Et nous, jamais on ne nous dit ça, parce que on nous dit que le pouvoir, c'est forcément les professionnels de la politique. Et puis, il y a de plus en plus de médias qui nous divisent, qui cherchent vraiment à nous diviser. Et ça nous fait vraiment beaucoup de mal. Donc, moi, je pense qu'il n'y a que si j'avais décidé du dispositif de la soirée, on n'aurait pas fait comme ça. J'aurais pas parlé pendant 1 heure et quelques. Mais en fait, on se serait mis en cercle. On aurait fait une assemblée, une sorte d'agora. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on en pense? C'est un peu ce qu'on est en train de faire là, même si je parle beaucoup. Mais moi, c'est ça que j'aime, en fait, c'est ces formes où il y a tout à coup, si on réfléchissait à nos existences et comment on pourrait faire autrement. Ce sera notre seul moyen de renverser la donne, mais on est très faible par rapport à leur puissance, parce qu'ils ont tellement de moyens. Oui, mais quand on prend le pouvoir, quand les révolutionnaires prennent le pouvoir, comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à maintenir les choses telles qu'ils les ont voulues? Très vite, c'était là le sens de ma question, très vite, les petits matins arrivent. Alors que là, vous parlez d'avant. Non, mais là, je vous ai dit, la commune, en fait, la commune, ils ont été écrasés, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont été écrasés par un pouvoir, c'est pour ça que je vous faisais... Les printemps arabes, par exemple, comment se fait-il qu'ils n'ont pas tenu? Mais parce qu'en fait, il y a Ben Ali, Moubarak, qui ont été renversés, etc. Mais la clique, fondamentalement, au pouvoir, l'armée, la structure militaire, par exemple, de ces régimes, n'a pas été mise à bas. Alors c'est désespérant. Et donc aujourd'hui, en Algérie, par exemple, il y a eu le Hirak, qui est un mouvement populaire. Non, je ne pense pas que ça soit la déduction. Il n'y a pas de fatalité. Par exemple, on a parlé de la Révolution française. Nous vivons toujours sur les conquêtes de la Révolution française. Tout à l'heure, Rémi disait que finalement, la commune, même si elle a été massacrée, elle a donné des espoirs qui ont fait que, il y a eu des réalisations républicaines, émancipatrices, qu'elle a en grande partie inspirées. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, le Hirak en Algérie, il y a plein de ceux qui y participaient qui sont actuellement en prison. C'est l'histoire des révolutions et des contre-révolutions. Parce que, comme on le voyait ici, des perspectives révolutionnaires, mais même Notre-Dame-des-Landes, vous voyez, il a fallu que le gouvernement envoie des bulldozers pour détruire des cabanes. Parce que dès qu'il y a une petite expérience de vivre autrement, ça lui est globalement insupportable. Alors que qui va être gêné par des cabanes construites à main nue?
Si vous permettez, j'ai une question très, très concrète là. D'abord, merci pour votre présentation. Et vous avez présenté un certain nombre d'événements très, très concrets, j'aurais tendance à dire, dont l'histoire là des artisans boulangers, enfin, ou des ouvriers boulangers qui ne pouvaient pas travailler avant 5 heures du matin. Hein. Est-ce que, malgré cette règle d'autogestion, premièrement, est-ce que le pain a continué malgré les difficultés ? Et deuxième question, surtout, qu'est-ce qui s'est passé après ? Est-ce que cette règle-là a disparu ? Elle a été aussi complètement supprimée par la suite ? Ou comment ça s'est passé là ? Oui, mais donc en fait, c'était une revendication des ouvriers boulangers, l'abolition du travail de nuit. Donc, et d'ailleurs, il y a eu une énorme manifestation de boulangères et boulangers, d'ouvriers de la boulangerie, qui s'est dirigée vers l'hôtel de ville pour remercier les élus de la commune de les avoir soutenus dans leur lutte contre les patrons de la boulangerie. Mais après la commune, oui, le travail de nuit a été rétabli. Et vous me demandiez aussi si... Oui, en fait, c'est ce qu'ils ont tous expliqué. Est-ce que ça a marché quand même ? Mais peut-être qu'il y avait pas de farine. Ce qu'expliquaient tous ceux qui ont voté pour l'abolition du travail de nuit, ils disaient, mais non, mais c'est pas grave, on va ouvrir les boulangeries à 7 heures, on aura du pain à 7 heures et pas à 6, ou à 8 heures et pas à 7. Qu'est-ce que ça changera à nos vies ? Rien. Qu'est-ce que ça changera à leur vie ? Tout. Parce qu'ils pourront vivre à peu près normalement au lieu de travailler la nuit. Donc ça, oui, pour eux, c'était vraiment... En fait, le débat s'est focalisé, y compris sur leur légitimité à en décider ou pas. Est-ce qu'on a le droit, ce que je vous disais rapidement tout à l'heure, est-ce qu'on a le droit d'intervenir sur un conflit qui concerne un secteur privé ? D'un côté, des patrons et de l'autre, leurs ouvriers. Voilà. Et globalement, majoritairement, ils ont dit, mais par exemple, Varlin, Vaillant, dont on parlait aussi, Courbet, tout ça, ils ont dit, mais si on ne prend pas cette mesure, qui est une mesure socialiste, en fait, justement, une mesure sociale d'émancipation de justice, eh bien, on peut s'autodissoudre immédiatement. Parce que voilà, ça ne sert à rien de s'autoproclamer commune si on n'est même pas à même de mettre en œuvre vraiment des revendications immédiates en termes émancipateurs. Ok, on va bientôt s'arrêter parce qu'on a des contraintes sociales d'occupation de la salle, si je puis dire. Donc une dernière question alors. Puisqu'on parle d'émancipation, démocratie, etc., qu'est-ce que vous pensez quel est le rapport de ce phénomène qu'on appelle le wokisme aujourd'hui ? C'est quoi par rapport à tous ces mouvements d'émancipation, etc. Est-ce qu'il y a un rapport avec la commune ou le reste, ou l'autodétermination ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne question. Simplement, comme le terme est très contesté. Donc, je vais vous répondre très rapidement. En plus, il y a une autre personne qui veut prendre la parole. Wokisme, donc, c'est un mot qui est aujourd'hui très utilisé par ceux qui dénigrent le phénomène, mais à l'origine, ça veut dire se réveiller et prendre conscience des inégalités, des discriminations, des formes de ségrégation, etc. Donc, j'aime pas le mot parce qu'il a été complètement déformé, mais je pense que ça veut simplement dire lutter pour la justice, pour la reconnaissance des droits. Et c'est pas du tout déconnecté de l'universel, à mon avis, parce que des droits pour certains, à partir du moment où ces droits-là, ces droits d'émancipation, ne gênent personne d'autre, et c'est le cas en général, quand on lutte contre le racisme, quand on lutte contre le sexisme, quand on lutte contre l'homophobie, la transphobie, ça ne gêne personne d'autre. Chacun, par exemple, est libre de sa sexualité, ou de ses choix, de vie amoureuse, tout ce que vous voulez, conjugale. Eh bien, ça va aussi dans le sens des conquêtes de l'universel. Donc, tous ceux qui opposent ces droits-là à l'universalisme, je pense, font fausse route et déforment l'universalité. Il y avait un homme de la commune, que je vais citer rapidement, qui disait... Liberté, égalité, fraternité, c'est beau comme devise. Dommage que ce soit platonique. Et oui, parce que parfois c'est un peu trop platonique de proclamer liberté, égalité, fraternité quand elles ne sont pas réalisées véritablement dans les faits. Donc aller vraiment vers l'universel, c'est réaliser l'égalité vraie. Et c'est aller dans le sens de plus en plus de liberté. Et je pense que c'est pas du tout incompatible avec
voilà, avec l'ensemble de nos droits. Oui, bonsoir. Donc déjà, merci. Juste, j'ai une remarque avant ma question pour le monsieur qui avait sur le fait que ça pouvait être un peu désespérant de voir que chaque fois la réaction était très dure. Mais en fait, chaque fois qu'il y a eu des mouvements révolutionnaires, ça a quand même changé des choses dans la vie des gens. C'est jamais comme avant, en fait. Il y a toujours des choses qui ont marqué et ça peut plus être comme avant. Donc ça avance quand même. Voilà, un peu d'espoir. Et ma question, c'était plutôt sur revenir. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un refus de la violence dans la commune de Paris. Et j'aurais aimé en savoir un peu plus. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut utiliser la violence, dans quel cadre et quand est-ce qu'on ne l'utilise pas. Mais bon, c'est une grande question aussi. Non, une petite. Oui, alors, d'ailleurs, je me suis pas assez attardée là-dessus parce que je voyais que le temps pressait, mais c'est un sujet très important. Alors, d'abord sur la commune, rapidement. La commune a pris des otages, a fait des otages, a pris 70 personnes en otage, essentiellement des gendarmes, ceux qui étaient appelés des mouchards, les gendarmes, enfin voilà, ceux qui étaient des dénonciateurs, voilà, et des prêtres, et parmi eux, d'ailleurs, parmi les religieux, l'archevêque de Paris. Pourquoi ? Parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, à partir du 2 avril, Paris était bombardé. C'était affreux, et tous les jours, il y avait des dizaines de morts, comme je vous l'ai dit. Et donc, en fait, ils se sont dit, mais c'est pas possible, en fait, ils sont en train de nous massacrer. Et ils sont en train de détruire notre projet de changer la vie, comme disait Rimbaud. Changer la vie, il était passionné par la commune, Rimbaud, d'ailleurs. Et donc, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, ils ont pris des otages. Mais ils ont proposé un échange à tiers. Ils l'ont proposé. Certains ont été envoyés en délégation pour négocier auprès de tiers. Échange de tous les otages contre un seul homme. Et cet homme, c'était Blanqui, Auguste Blanqui, parce qu'il était prisonnier. Il avait été arrêté le 17 mars, donc à la veille du 18, si vous me suivez, c'est-à-dire à la veille de la première journée révolutionnaire. Et du coup, voilà. D'ailleurs, Blanqui a été élu en son absence au conseil de la commune. Il a été envoyé au fort du Taureau dans la rade de Brest. De Brest, je me trompe ? J'ai un doute. Enfin, au fort du Taureau, dans des conditions de détention horribles. Mais Thiers a dit, mais allez vous faire voir, en fait. Vous croyez que je vais vous rendre Blanqui ? Et puis ça l'arrangeait bien, en fait, qu'éventuellement il y ait des otages, etc., pour dénigrer la commune et dire que c'était des barbares. Et en fait, à la fin de la commune, pendant la semaine sanglante, quand il y a commençait à y avoir des morts, des milliers de cadavres jonchant les rues, jamais la commune n'a décidé d'exécuter les otages, jamais. Et si vous lisez L'Insurgé de Jules Vallès, par exemple, il en a encore le cœur en sang, en fait, que les otages aient été exécutés sans décision de la commune, mais ça a été un mouvement de foule populaire que d'exécuter ces otages, parce que voilà, il y avait des milliers de gens qui mouraient chaque jour. Donc globalement, il y a eu justement ce refus, y compris même les otages. En fait, c'était une manière de se défendre, et en même temps, ça fonctionnait pas. Et il y avait quand même jusqu'au bout ce refus d'aller dans la violence politique. Et il y a un document que j'ai passé très rapidement, mais où on voit Courbet qui griffonne sur un papier, c'est un vote du 1er mai 1871, nous ne sommes pas des plagiaires, c'est-à-dire qu'il veut signifier qu'il ne veut pas imiter la Révolution française, notamment quant à la violence politique, il la récuse. Après, ça renvoie à votre question plus généralement, ça renvoie à tout ce qu'on s'est dit précédemment. En fait, qui dit révolution dit nécessairement, vous l'avez dit vous-même, réaction, contre-révolution et des processus qui sont en soi violents. Parce que ceux qui ont intérêt à préserver justement leur assise, leur domination, leur hégémonie, leur pouvoir, eh bien, n'acceptent pas qu'il puisse y avoir ces expériences. Donc, voilà, il y a forcément de la violence, et souvent, du coup, vous imaginez, quoi. Je reparlais de la Russie des années 20, 21, voilà. Quand vous avez comme ça des armées qui viennent d'un peu partout, vous voulez défendre cette révolution. Et du coup, vous êtes amené à utiliser vous-même la violence. Alors, je ne crois pas en la non-violence, même si c'est un principe magnifique, mais je n'y crois pas dans les faits. D'ailleurs, même Gandhi, même Martin Luther King
dont on parle souvent comme justement par opposition à Malcolm X, comme un chantre de la non-violence. À un moment, Martin Luther King a dit il faut, par exemple, que les Noirs aux États-Unis puissent s'auto-organiser, et notamment dans l'autodéfense. Parce que sinon, on va continuer à les assassiner dans des crimes racistes, et voilà. Voilà. Donc, voilà. Enfin, je pense vraiment que la violence, elle est intrinsèque, en fait, à nos sociétés. Nos sociétés sont de toute façon violentes, même si c'est une violence plus lente, mais qui laisse mourir aussi à petit feu et les gens et cette planète. Qui est 500 morts par an dans les rues en France parce que SDF, plus de 500. C'est quand même une violence structurelle qu'on ne voit jamais véritablement comme une violence. Souvent, ce qui apparaît dans les médias comme une violence, c'est des tags de gilets jaunes sur l'Arc de Triomphe ou des vitrines de banques brisées. Il faut réfléchir du coup à ce qu'on met derrière ce mot, parce qu'il est très vaste. Voilà. On s'arrête là, on doit s'arrêter là, et puis on va remercier. Merci à vous.